Yo, désolé, juste avant de commencer, je voulais vous dire qu'on a eu un petit souci de micro avec Chloé pendant les 10 premières minutes de l'émission. Donc désolé, mais vous inquiétez pas, après ça s'améliore grandement. Donc j'espère que ça vous gênera pas trop pendant votre écoute. Encore une fois, désolé. Je vous laisse avec l'épisode. Bisous bisous. Aujourd'hui, celles qui travaillent par nécessité ou par goût vous diront quelles sont, d'après leur expérience, les difficultés d'avoir un métier. Cette question, que faire après le bac? Je vais être une voiture de police. Je voudrais rentrer dans la marine nationale, parce que la mer me plaît. Josie, c'est comment travailler? Moi j'ai pas une idée fixe, il y a des métiers qui me plaisent mais j'arrive pas à trouver mon métier. En attendant de place. Tu vas faire quoi après quand tu seras grand? Je vais aller quitter moi. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis Clément et bienvenue dans un nouvel épisode de Qu'est-ce que tu vas faire plus tard? L'émission qui te parle de choix d'études en espérant être plus efficace que Parcoursup. Alors aujourd'hui c'est une émission un peu spéciale puisqu'on va aborder une entité des études supérieures, puisqu'on va parler de sciences politiques. Alors ce terme peut peut-être faire peur à beaucoup d'entre vous, et même vous faire dire que ce genre d'études n'est pas faite pour vous, mais vous allez voir qu'il y a plein de possibilités en accédant à ce type d'études. Alors, on va parler de Sciences Po, mais ce sujet va être partagé avec un autre, puisqu'on va parler aussi de journalisme. Puisque oui, parmi toutes ces possibilités, Sciences Po permet de faire ce parcours. Et pour vous parler de tout ça, je suis en compagnie de la future Claire Chazal. Elle va me dire quel est le futur du journalisme, mais pour l'instant, elle écrit sur le championnat du décortiquage de crevettes de sa région. Elle va me juger fort tout au long de cette émission, puisqu'elle aussi anime régulièrement un podcast sur Radio Pulsar. C'est Chloé Ferreux. Bonjour. Salut Chloé. Ça va? Ça va et toi? Bah écoute, je pensais que quand t'as dit entité, tu parlais de moi, mais... Ah, alors, pas exactement. Aujourd'hui, donc comme tu as pu l'entendre, on va parler de Sciences Po et de journalisme, enfin bref, de ton parcours, notamment les choix que tu as dû faire, ton année à l'étranger dans la prestigieuse école anglaise King's College, les accessions à Sciences Po et tout ce qui se cache derrière ce grand nom, sans devenir pour autant une enquête exclusive type machination entre ombre et lumière dans le berceau des hautes sphères de l'État. Mais tout d'abord, j'ai dit que tu faisais Sciences Po, mais c'est pas exactement ça, si je me trompe pas. En gros, toi t'es à l'université de Poitiers, dans une licence lettres et sciences politiques, liée directement avec Sciences Po Paris. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste, ce cursus, et pourquoi t'es pas rentré directement à Sciences Po? Comment ça s'est passé? C'est très simple, j'ai loupé le concours, donc voilà. En terminale, normalement, en post-bac, on peut passer un concours pour entrer directement à Sciences Po Paris, parce que moi, j'ai passé que Paris. J'ai pas passé les concours communs où tu peux aussi rentrer à partir de la L1. Bon, ben voilà, hein. échec et maths. Et j'ai un peu épluché tous les sites d'orientation quand j'étais en terminale, et j'ai trouvé cette licence où c'est la seule licence en France, parce qu'il y a des écoles partenaires aussi, mais en licence, c'est la seule licence en France où on peut faire Sciences Po Paris. Enfin, on peut pas directement rentrer en master, mais si tu as 14 de moyenne, tu as des accords pour passer seulement l'oral et passer les épreuves de dossier. Ok. Donc toi, t'as pas donné de dossier pour rentrer dedans? À Poitiers, si. Si, je suis passée par Parcoursup parce que c'est une licence à la fac et que D'accord. Comme parcours, on envoie notre dossier sur Parcoursup, on voit la liste d'attente, on se dit peut-être qu'on aura une chance et puis voilà. Et toi, t'as eu la chance d'accéder grâce à Parcoursup. C'est quand même beau. Franchement, oui. Enfin, il y a de la demande, quoi. Donc chaque fois quand t'es... Mais faut pas s'inquiéter, hein. En général, ça descend très vite parce que les gens qui demandent cette licence, c'est des gens qui sont directement acceptés soit à Sciences Po ou... Enfin, les premiers, ils sont acceptés à Sciences Po en général. Donc les 60 personnes qui sont devant toi, 100 personnes, ça part vite, quoi. Bon, bah maintenant que c'est plus clair pour tout le monde, est-ce que tu veux bien nous parler de toi et de ton parcours pour en arriver là où tu es, du coup, à la licence de Poitiers? Niveau scolaire et tout, c'était quoi tes envies quand t'étais petite? Alors, j'ai toujours voulu être journaliste, hein. Là-dessus, y a pas... J'ai eu de la chance. Genre vraiment, dès 11 ans, je savais que je voulais être journaliste. Et pourquoi d'ailleurs? T'as eu une révélation d'un seul coup comme ça? Bah, à 11 ans, je vais pas dire que j'avais envie d'être reporter de guerre pour montrer la vérité, hein. C'était pas trop le délire. À 11 ans, j'ai lu Harry Potter. C'est tout con, hein. Mais j'ai lu Harry Potter et j'ai commencé à écrire beaucoup. La fiction, des trucs comme ça. Et j'ai très vite compris que écrivain, on gagnait rien. Tout pour l'argent. Pas devenir, oui, bah, au bout d'un moment, il faut bien survivre, hein. Déjà que journaliste, c'est pas non plus, voilà, mais donc je me suis dit pourquoi pas devenir journaliste parce que c'est un métier où on écrit et au début, je voulais être critique littéraire d'ailleurs. D'accord. Là, Augustin Trapenard. Bah, en vrai, j'étais fan d'Augustin Trapenard. En plus, à l'époque, il était à 11 ans le grand journal. Non, mais oui, sans déconner. Ça, il y en a, c'était les One Direction, toi, c'était Augustin Trapenard. Tout va bien.
Mais j'avais Shawn Mendes à côté quand même. Ah, tu me rassures quand même. Alors, on va parler un peu plus en détail de ce que tu fais maintenant, mais avant, je souhaitais présenter un peu plus Sciences Po pour les gens qui sont un peu perdus derrière ce nom comme moi, et ils comprennent ce qu'on y fait là-dedans. Qu'est-ce qu'on fait à Sciences Po au final? C'est quoi les bails là-bas? On fait des matières pluridisciplinaires, ça c'est sûr. Mais la particularité de mon parcours, c'est que moi j'ai l'option lettres. Donc en fait, tout ce qu'on fait à Sciences Po, c'est orienté de façon littéraire, quoi. J'étudie tout, Mhm. plus par rapport aux lettres. Et j'ai compris qu'à Sciences Po, quand je discute avec des étudiants là-bas, c'est beaucoup plus tout ce qui est économie. Il faut avoir quand même un bon niveau, pas un très bon niveau, mais un niveau en maths, parce qu'ils sont plus axés sur le système, quand moi je vais plus être dans la théorie et eux peut-être plus vers la pratique, quoi. J'ai fait une conférence à Sciences Po l'autre jour parce que voilà, je me suis incrustée, je me suis dit pourquoi pas. Et quand on était dans la salle, on se rend vraiment compte que les élèves, vraiment, la base de leur parcours, c'est l'actualité. Et ça, c'est un truc que moi, j'ai moins. Vraiment, nous, on est plus dans tout ce qui est grande théorie, par exemple Shakespeare, on va voir Thomas Hobbes, des trucs comme ça, mais on n'est pas sur l'actualité, c'est toi qui la suis toute seule, quoi. Mais du coup, toi, là, ce que tu es en train de faire, donc c'est plutôt en lettres. Qu'est-ce que tu étudies? C'est quoi les matières là-dedans? Alors, on a beaucoup de matières parce que le principe de ma licence, c'est bon, il le présente comme ça hein, et c'est pas une blague à partir de la L3, c'est vraiment le délire. C'est une prépa, mais à la fac. Et donc, on a énormément de matières. Moi, j'ai un UE avec que de la littérature. Et je dois avoir chaque semestre genre, 3 matières différentes en littérature. Après, j'ai un UE sciences sociales, j'ai 3 matières d'histoire différentes. J'ai de l'économie, du droit, de la culture critique et argumentation. Mhm. Donc, c'est un peu la culture générale. Et par exemple, dans tes 3 matières histoire, tu vois, et c'est quoi exactement Alors, en fait, chaque fois, on se focus vraiment sur un sujet parce qu'on a des profs de fac. Donc, c'est des profs qui ont fait une thèse sur une partie de l'époque et qui nous en parlent. Donc, en L1, j'ai fait sur l'histoire de l'Empire ottoman. L1, toujours Grèce antique. Après, on a fait sur Louis XIV, Louis XVI, la Révolution française, les empires avec Napoléon, l'histoire de la presse. Cette année, j'ai eu l'histoire des démocraties. Ton objectif à la fin de cette licence, c'est de rentrer à Sciences Po ou c'est de rentrer à l'école de journalisme? Franchement, les écoles de journalisme, c'est tellement compliqué à avoir que j'ai pas tellement de préférence. Mais ce qui est bien justement avec la licence, c'est qu'on n'a pas à Sciences Po, et ça je m'en suis rendu compte après, c'est que quand on rentre dans le cursus de Sciences Po, on continue à Sciences Po, enfin, on sort pas jusqu'au master. Alors que là, quand on rentre dans ma licence, on nous prépare à tout type d'études et à tout type de recherche et à tout type de fac. Et donc, on n'est pas enfermé dans ce cursus Sciences Po. Donc moi, j'ai la possibilité aujourd'hui, ok, de rentrer peut-être à Sciences Po, mais je vais tenter toutes les écoles de journalisme, mais honnêtement, j'ai pas de préférence et ça, c'est cool. Parce que si j'étais rentrée à Sciences Po, j'aurais dû faire l'école de journalisme de Sciences Po, alors que toutes les écoles de journalisme ont une spécialité, elles ont toutes quelque chose à offrir, quoi. Ok. Et ça, c'est commun dans ta licence que les gens veulent faire Sciences Po au journalisme, ou est-ce que ça débouche à d'autres trucs aussi? Alors, ça débouche à vraiment beaucoup d'autres trucs, hein. Dans ma licence, on part tous sur des profils complètement différents. On doit être, je sais pas, 4-5 à vouloir faire journaliste sur une soixantaine. D'accord. Donc, en général, les gens, ils veulent faire de la recherche, ils veulent étudier les études de genre. Il y a pas mal de filles dans ma classe qui veulent faire, et de garçons, qui veulent Ok. faire études de genre. Après, ouais, beaucoup de recherche. Il y en a qui veulent partir dans la com. Et Mhm. par contre, on est une année particulière. Parce que ça, on s'en est rendu compte, Bah parce que t'es dedans déjà, évidemment. on peut le dire. Voilà. Mais surtout parce que on est beaucoup à vouloir faire Sciences Po, alors que d'habitude, on est beaucoup moins. Genre, on est une trentaine là, Mhm. à vouloir rentrer à Sciences Po, et d'habitude, enfin, ils sont une dizaine. Genre, vraiment, D'accord. les L3, quand on en discute, ils nous disent, enfin, Sciences Po, c'est vraiment pas une fin en soi. Et je pense que le confinement a fait que on s'est dit, bah, Pourquoi pas? Pourquoi pas pourquoi moi? pas. C'est Mais non, ça. c'est pas ça parce que franchement, les autres opportunités qu'on a, elles sont aussi excellentes que Sciences Po. Il y en a pas mal qui partent étudier à l'étranger, par exemple. Et il y en a pas mal qui partent étudier à Sorbonne. Il y en a qui rentrent à l'EHESS. Je sais pas si tu connais. Non. C'est une école de recherche où dès le master, tu présentes une thèse qui est vraiment excellente. Chaque fois, ils sortent des chercheurs. Enfin, ils sont en sciences sociales, hein. C'est en sciences Ok. sociales. C'est un peu, je sais pas si je dois te faire la comparaison, mais un peu l'ENS des sciences sociales. Enfin, Ok. il y en a pas mal qui proposent déjà des projets de thèse à ce genre d'école, quoi. D'accord.
Toi, si tu rentres à la fin de ta licence à Sciences Po, est-ce que t'auras pas l'impression, du coup, comme c'est très ciblé lettres et histoire, etc., est-ce que t'as pas peur de manquer, par exemple, en économie? Est-ce que t'as pas peur de ce manque? Bah, moi non. Honnêtement, genre, je crois vachement en mes capacités. Mais Mhm. pas en mode. C'est juste, je sais que ce que j'ai pas à certains endroits, genre, je l'ai dans d'autres matières. Genre, en fait, la fac, ce qui est intéressant, c'est qu'on nous apprend la méthodo. Et la méthodo, je sais qu'aujourd'hui, je suis béton parce qu'on l'a rabâché, rabâché, rabâché. Donc, je sais travailler. Et je sais que si demain j'ai des lacunes sur de l'économie ou quelque chose comme ça, enfin, je vais rattraper. Et après, de l'économie, on en a quand même. On n'en a pas autant que Sciences Po, mais on en a quand même. Ok. Et je sais qu'en journalisme, ils cherchent pas forcément des gens qui sont excellents en économie ou même dans les autres masters, hein, d'ailleurs. Il y en a qui partent en master d'économie, hein, mais ce qu'ils cherchent, c'est des profils. Donc, si toi, moi, je suis forte en sciences politiques et j'ai envie de faire du journalisme politique. Donc, si je parle plus là-dedans, que je suis pas spécialisée en économie, bah, j'ai eu la formation qui m'a permis un peu quand même de partir là-dedans. Ok. Et justement, quel profil Sciences Po ils cherchent en fait? Est-ce que c'est toujours les mêmes profils? Parce que on parle souvent de justement de l'élitisme à Sciences Po. Est-ce que vous êtes tous rangés dans la même case ou est-ce qu'il y a la pluralité des profils? Hmm. C'est une question qui est hyper compliquée parce que chaque année, justement, on cherche à avoir la réponse à ça. Et pour, pour les entrées en licence et en master, ils sont hyper obscurs. Ils te disent rien. D'accord. Enfin, toi, tu t'imagines, oui, j'ai le profil parfait, mais en fait, personne ne connaît le profil qu'ils recherchent. Et je pense qu'ils essayent de construire des promos. Enfin, nous, c'est ce qu'on nous explique en école de journalisme, c'est qu'ils essayent vraiment de construire des promos avec des profils différents qui vont tous leur apporter quelque chose à la sortie parce qu'ils sont un peu en train de se construire leur capital social. Enfin, le but, c'est que derrière, quand toi tu sors de l'école et qu'il y a un petit L1 qui rentre et qui cherche un stage, tu sois capable de leur donner un truc qu'ils n'ont pas déjà. Ils cherchent des Excellent. profils diversifiés, mais il y a une base à tout. Ils cherchent des gens qui sont motivés, ils cherchent des gens qui ont de l'ambition et ils cherchent des gens qui sont actifs. Enfin, si vous pouvez vous engager directement, engagez-vous le plus possible partout. Et en même temps, il faut maintenir des bonnes notes. Donc Sciences Po, c'est hyper exigeant parce qu'il faut être partout à la fois, quoi. Alors justement, on parlait de l'exigence de Sciences Po. Est-ce que tu sais quelle est la charge de travail à Sciences Po? Est-ce que tu as du temps aussi pour toi? Ou est-ce que bah, Sciences Po, c'est ta vie pendant 8 ans, puisque tu peux aller jusqu'au doctorat? Non, non, Sciences Po, c'est vraiment de la vie à côté. Genre, il faut travailler. Mais moi, quand je discute avec les étudiants, parce qu'il y a Sciences Po Poitiers qui est rattaché à Paris chez moi, clairement, ils travaillent moins que nous. Mais le but, c'est que tout est mis en œuvre. Ils travaillent quand même, mais tout est mis en œuvre pour qu'ils aient du temps à côté, qu'ils s'engagent dans des assos, parce que c'est vraiment le principe de Sciences Po, c'est que tu t'engages à côté, quoi. Et ma Ouais, licence, c'est pareil. Genre, ils nous demandent une charge de travail, mais ils nous ont clairement dit que, il fallait qu'on soit engagé à côté. Premier jour de la rentrée, ils te font un grand discours en te disant, tu sais, vous avez été choisis, vous êtes les élus, enfin, c'est le truc de base. Et derrière, ils t'expliquent que c'est une prépa à la fac, donc justement, on vous laisse à peine plus de temps qu'une prépa, mais à côté, il faut que vous ayez des engagements, quoi, c'est le deal. ok. Au niveau de ta licence, quand t'es rentré, est-ce qu'il y a une différence entre la première année et la troisième année? La méthodologie, on l'approfondit, mais vraiment, on progresse. Moi, j'ai progressé énormément en arrivant en licence. Désolé, ça veut dire quoi la méthodologie pour toi? C'est comment on fait une disserte, c'est comment est-ce qu'on travaille efficacement, le DM, les attentes, enfin derrière ça devient naturel. Genre rédiger, c'est hyper naturel pour moi aujourd'hui, alors qu'au début j'étais un peu plus hésitante, je refaisais mes phrases, enfin et l'efficacité. Moi pour moi la méthodologie ça rentre aussi dans le fait d'être plus efficace derrière. Ça c'est un truc que j'ai vraiment progressé. Je pense que aussi ma mémoire, genre il y avait tellement de cours à enregistrer que la mémoire au final elle s'adapte. Par contre, au niveau des cours, ça change tout le temps, quoi. On n'a pas chaque semestre, on a une nouvelle matière et tout. Le principe aussi de Sciences Po, ça par contre, je pense que c'est pareil à Sciences Po et dans ma licence, c'est qu'on ait une licence pluridisciplinaire, donc on se focus pas sur un sujet, on n'approfondit pas un sujet à fond. Toi, t'as fait un bac L? Non, non, moi j'ai fait un ES, mais ma licence en fait, peu importe le bac que vous faites, on s'en fout quoi. Ah, du coup aujourd'hui c'est des options, c'est plus les bacs, mais peu importe l'option que, je pense peut-être ils valoriseront peut-être plus géopolitique lettres et tout, mais clairement il y a autant de bac S que de bac L que de bac ES. Est-ce que tu as des stages aussi pendant ta licence ou est-ce que c'est uniquement de la théorie et le stage tu verras ça en master? Comment ça se passe là-dessus?
il y a un stage en L1. Le plus tu peux faire de stages, plus il faut en faire, hein, selon moi, même pendant tes vacances d'été, genre tu prends un mois, tu fais un stage. Mais dès la L1, on a un stage qui est obligatoire et ça c'est super cool parce que ça nous permet déjà d'une part d'un peu affiner ce qu'on veut faire, de se rendre compte si on aime ou si on n'aime pas le milieu. Et ça permet surtout de se professionnaliser un peu et de rentrer dans le monde du travail. Et c'est cool, mais c'est dur à trouver parce que en général, on est en sciences politiques, donc on vise des trucs un peu genre... tu sais, quand t'arrives, t'es motivé, tu t'envoies un petit mail à l'Assemblée nationale en mode coucou, c'est moi. Mais t'es en L1, quoi. Donc, Ouais. C'est un stage de combien de temps ? C'est minimum 1 mois et ça peut durer tout l'été. Mais Ok. le conseil que j'ai par rapport au stage, c'est peut-être d'aller plus chercher vers des petites entreprises parce qu'elles te donneront plus de tâches à faire que si tu te retrouves justement au milieu de l'Assemblée nationale où tu t'apporteras les cafés, clairement. Et avoir des missions, c'est hyper formateur pour la suite. Donc ça te permet vachement de progresser et c'est là que tu te rends compte de l'intérêt du stage. Donc peut-être pas viser l'Assemblée nationale, mais par contre viser le conseil de ta ville ou un truc comme ça. Enfin ça c'est ce qu'il y a de plus formateur, je trouve. C'est quoi le type de petite entreprise, par exemple, que tu vas chercher ? En journaliste, parce que j'ai cherché qu'en journaliste, c'est la presse locale. Enfin, clairement, c'est en local qu'ils auront le temps de te donner des missions et que tu pourras vraiment réaliser tes propres sujets. Ok. Toi, par exemple, tu l'as fait où, ton premier stage ? À France Bleu. Alors, France Bleu, j'ai eu de la chance parce qu'on m'a expliqué que c'était la première fois qu'ils voyaient une stagiaire dans le pôle rédaction en étant qu'en L1. Normalement, c'est que les écoles de journalisme. C'est beau. Comment t'as fait pour accéder à ça ? T'as juste pris le mail d'un RH que t'as trouvé sur un site internet ou comment ça s'est passé pour choper ce stage ? Alors, j'ai harcelé. Non, je rigole. Un peu. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai bossé dans le journal de ma ville et j'avais créé une radio quand j'étais au lycée avec quelqu'un qui avait des contacts à France Bleu. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Parce que lui, derrière, il a envoyé un message à son ami qui est à France Bleu. L'ami a passé le message à la RH et derrière, ils m'ont recontacté. Ok. Pour revenir un peu sur ta licence, comment on passe à l'année suivante ? Est-ce que donc t'as des partiels, mais est-ce que t'as aussi des oraux ? Et est-ce que tes notes finales vont te permettre d'accéder à telle Sciences Po ? Ou comment se passe la transition licence vers Sciences Po ? Alors oui, on a des partiels, mais faut pas s'inquiéter pour les partiels, parce que clairement, on est les chouchous de la fac, hein, on veut pas dire... Et donc, j'ai jamais vu quelqu'un qui a redoublé dans notre licence, hein, clairement, ça existe pas. Ils veulent tellement leur 100% de réussite que si c'est la merde, ils rajoutent 15 000 points de jury. Donc là-dessus, il n'y a pas à s'inquiéter. Et oui, les oraux, j'y ai pas pensé du tout, parce que c'est tellement ancré maintenant que... La similitude qu'on a avec Sciences Po, c'est qu'on est énormément évalué à l'oral. Enfin, moi, j'ai quasiment plus d'oraux que d'écrits. Donc, je sais pas, dans le semestre, je peux avoir une quinzaine d'oraux d'exposés en groupe, tout seul, en anglais, en allemand, en français. En allemand, et ça, c'était pas dur après le lycée, parce que, maintenant, il y a le grand oral au bac, mais au lycée, on te faisait 4-5 orales dans l'année, mais pas plus, et c'était des petits trucs, petits exposés. Est-ce que ça a pas été une marche assez grande pour toi de faire des oraux d'un seul coup ? Ou est-ce que t'as tout de suite été à l'aise avec cette idée ? Au début, pas du tout, honnêtement, parce que j'étais pas du tout à l'aise au lycée. Clairement, on va le dire, hein, je levais jamais la main parce que j'avais pas envie qu'on m'entende en classe. Bref, j'avais envie de disparaître, hein, je pense un peu comme tous les lycéens. Et arriver en licence, en fait, c'est pas du tout la même ambiance. Après, ça dépend de la classe. Mais moi, j'ai une classe qui est assez exceptionnelle. Hein. Donc, c'est hyper sain, c'est hyper naturel. Et les gens te mettent en confiance. Et en plus, dès le premier semestre de L1, t'as tellement d'oraux que ça devient naturel directement, quoi. Okay. Quand on passe 4 par semaine, au bout d'un moment, c'est bon, t'es dans le grand bain, quoi. T'as pas forcément des cours qui te permettent de progresser à l'oral, tu vois, des cours de rhétorique ou je sais pas, tu vois, des cours d'argumentation, des trucs comme ça ? Si, on a des cours d'analyse du discours politique en L1 au premier semestre qui te permettent d'analyser un peu les figures rhétoriques et après tu les réutilises. Moi, j'avais un cours qui a disparu depuis, et ça c'est hyper dommage, mais bon, le prof est parti, où on devait faire des plaidoyers en défendant un sujet et en défendant l'opposé de ce qu'on pensait. Okay. Et là, c'est vraiment où t'es tout seul devant la classe avec ta feuille de papier, t'as 10 minutes où tu fais un plaidoyer. Et ça, c'était hyper formateur par rapport aux exposés parce que c'est quand même, t'arrives en L1, tu te retrouves face à une classe entière et tu dois, avec ta petite feuille de papier,
parler pendant 10 minutes. Franchement, au début, j'étais bien tremblante, mais ça m'a permis de passer un step. Et depuis que, quand tu te dis, oui, bon, j'ai parlé devant 10 minutes devant une classe entière avec ma petite feuille de papier sur un texte que j'ai écrit toute seule, bon, allez, maintenant, Ouais, on va en allemand. maintenant t'as plus peur de rien, pratiquement. Ouais, c'est ça, quoi. Ok. Donc les gens qui sont potentiellement intéressés par cette licence, faut s'attendre, même si c'est pas forcément expliqué, faut s'attendre quand même à faire pas mal d'euros. Oui. Donc voilà, vaut mieux prévenir. Est-ce qu'il y a des spécialisations dans cette licence, ou est-ce que les 3 années t'es avec les mêmes personnes tout le temps, ou est-ce qu'il y a des gens qui arrivent en cours de cursus parce qu'ils sortent, ou alors c'est 3 années, boum, d'un coup en bloc? C'est 3 années, boum, d'un coup en bloc. Ok. On peut pas intégrer en L2, on peut pas intégrer en L3 ni en milieu S2. C'est vraiment, tu commences de la L1, tu finis en L3. Par contre, là où tu peux te spécialiser, c'est pendant l'Erasmus, parce qu'on a un Erasmus obligatoire de 6 mois minimum, sinon tu peux partir 1 an. Et pendant cet Erasmus obligatoire, là tu peux prendre des matières dans les universités où tu te spécialises clairement sur un sujet. Moi j'ai fait études des médias et sciences politiques. Il y en a d'autres, ils ont fait études de genre, il y en a, ils sont partis en économie. Enfin, vraiment, il n'y a pas de règle là-dessus. Et c'est là qu'on prend notre profil, quoi. Ok. On sait que Sciences Po, il y a plein de trucs. Pourquoi tu t'es intéressé à Sciences Po pour le journalisme? Parce que j'aimais la science politique, parce que l'intérêt du journalisme, c'est qu'ils cherchent des profils qui sont spécialisés dans ce qu'ils aiment. Et j'adorais la science politique, j'adorais l'actualité, donc naturellement je suis allée dans ce cursus-là. Et quand j'étais en 4e et que je discutais avec une prof qui avait été journaliste, une prof de mon collège, elle m'avait dit, écoute, la voie royale pour devenir journaliste, c'est tu passes Sciences Po, à 21 ans, tu bascules à l'ESJ, tu passes le concours de l'ESJ, voilà. Ce qui est complètement faux, parce que quand t'es à Sciences Po, tu passes pas le cursus de l'ESJ, mais ça je l'ai appris après. Mais du coup, je me suis un peu matrixée dans cette idée à partir de la 4e, ouais, je vais passer Sciences Po. Et j'ai jamais envisagé autre chose, et je pense que je me suis construite un peu autour de ça. Mais est-ce que tu peux nous expliquer, tu parlais de ESJ et de passage de ESJ, passage de Sciences Po, c'est quoi les différences entre les deux? Alors Sciences Po, c'est une école qui est post-bac, l'ESJ c'est une école qui est post-licence. Donc l'ESJ c'est la meilleure école de journalisme, donc en soi c'est pour ça qu'on m'a parlé de ça, je pense que c'est celle qui est la plus connue. Sciences Po c'est vraiment une licence excellente, post-bac, donc en soi c'est pas une fin en soi, mais c'est un moyen d'atteindre les écoles de journalisme derrière les masters de journalisme, parce qu'il faut faire quelque chose entre les masters et le lycée quand tu sais que tu veux être journaliste. Ouais, c'est ça. En termes de passion, tu vois, tu disais que depuis que t'avais lu Harry Potter, tu voulais être journaliste. À part Harry Potter, mais qu'est-ce qui t'a poussé à, je sais pas, regarder les actus? Est-ce que t'as eu, je sais pas, un espèce de mentor? Tu vois, tu parlais d'une journaliste qui était venue à ton collège en 4e. Qu'est-ce qui t'a poussé à encore plus approfondir le truc? Parce que t'aurais pu, tu vois, ça aurait pu être un passage étant jeune, tu vois, ah ouais, je veux faire ça. Et puis au final, quand tu vois la vérité, tu te dis, ah bah non, c'est peut-être pas ça que j'ai envie de faire. Qu'est-ce qui a autant ancré cette envie en toi de devenir journaliste, en fait? Je sais pas trop. Enfin, c'est tellement... Enfin, le problème, Enfin, c'est pas un problème, parce que c'est quand même assez agréable de savoir ce qu'on veut faire, mais quand on sait ce qu'on veut faire depuis super longtemps, on se construit autour de cette idée-là, on se souvient plus d'où ça vient. Enfin, moi, j'ai pas... Enfin, si, je pense que c'est les romans. Enfin, je lisais beaucoup, et dans le coin, on n'a pas forcément... Enfin, j'habite en Franche-Comté, donc on n'a pas forcément de professeurs qui ont fait journaliste. Donc, je lisais, tu sais, ces romans du petit de Balzac, de Zola, avec le mec de la campagne qui débarque à Paris et tout un monde s'ouvre devant lui. Et j'avais... Ah, c'est ça. C'est le rêve parisien, Ouais. un peu. Et j'avais un peu 14 ans, Ouais. et du coup, je m'étais dit, bah ouais, en fait, moi j'ai envie de faire ça, et j'ai envie d'avoir ce monde qui s'ouvre devant moi. Et donc, après, en 3e, j'ai fait ce stage à Milan Presse, à Toulouse. Et encore une fois, je me suis rendu compte que ça me plaisait vraiment, que ce monde où on est à 100 à l'heure, H34, bah, c'est un monde qui me passionne un peu, parce que je vis dans une région où tout est un peu au ralenti, quoi. Donc j'avais cette action, et c'était ces gens qui courent partout dans les couloirs. Enfin, ça, c'est un truc, moi, ça me plaît, quoi. Ouais. Justement, c'est ça qui te plaît le plus, c'est ça qui te fait vibrer quand tu penses au journalisme, ou est-ce que c'est dénoncer ou parler d'un sujet qui te tient particulièrement à cœur, militer pour quelque chose, ou est-ce que vraiment c'est le fait de juste donner l'information aux gens?
Qu'est-ce qui te fait le plus kiffer en fait dans ce métier? Je pense qu'à partir du moment où on veut militanter, c'est pas trop du journalisme qu'il faut faire, faut plus se tourner vers la politique. Parce que moi, ce qui me plaît, c'est le reportage, en fait, c'est donner la parole aux gens, c'est être une tribune. Dans les théories politiques, le journaliste, c'est le 4e pouvoir. Et je pense qu'en démocratie, pour que la démocratie soit stable, c'est hyper important d'avoir du journalisme et de donner la parole aux gens. Et moi, c'est ça qui m'a tout de suite passionnée. Et c'est vraiment aller trouver les gens, aller trouver les problématiques, leur donner la parole et l'exposer sur la scène publique. Mais justement, tu disais, si on veut pas faire du militantisme, on fait pas du journalisme, mais il existe des journalistes très engagés, que ce soit à droite ou à gauche. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce que toi, ça te paraît normal? Ou visiblement, quand t'en parles, c'est pas vraiment ta vision du journalisme? Non, mais si, mais pour moi, le militantisme, c'est vraiment se battre pour une cause jusqu'au bout, alors qu'un journaliste, même s'il est de gauche ou de droite, il doit garder son esprit critique par rapport à la cause qu'il soutient. Il a le droit dans le privé de soutenir une cause et même d'être à Libération ou au Figaro, donc d'avoir plus des tendances à gauche ou à droite, mais derrière, il doit toujours garder cet esprit critique que pour moi, dans le militantisme, on a moins, parce que la valeur première, ça reste la cause, alors que la valeur première du journaliste, c'est l'information. Et par exemple, moi j'avais vu plusieurs interviews de journalistes et même d'étudiants journalistes qui disaient qu'à l'école, on te disait de pas prendre parti et d'essayer d'être le plus objectif possible. Et justement après, dans les rédactions, on te demande de prendre un point de vue sur un sujet et vraiment de le travailler à fond et pas forcément d'être objectif. Est-ce que toi, tu vois une réelle différence à travers tes stages? Après, on sait que France Bleu, c'est pas forcément du journalisme engagé. Est-ce que toi, tu te verrais plus aussi dans un truc comme France Bleu où c'est assez objectif et c'est assez large comme opinion, plutôt que dans un média spécialisé Je sais pas, c'est une bonne question. Alors. Merci, je sais. Ouais. Est-ce qu'on nous demande d'être plus engagé ou pas? Derrière moi, on me l'a jamais demandé ça, parce que clairement, j'étais que stagiaire, je vais pas commencer à écrire des petits éditos où je donne mon avis. C'est sûr. Genre, j'ai un peu personne. Mais est-ce que j'ai envie d'être engagée plus tard? Franchement, non. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment le reportage. Et le reportage, c'est donner la parole aux gens. Et en général, quand tu fais le montage de ton reportage, tu coupes même tes questions, quoi. Toi, t'es nulle part dans le reportage. Le but, c'est d'aller trouver les gens et leur donner la parole sur un sujet qui est important sur le moment. Donc moi, mon avis, pour moi, il sert à rien et il a clairement pas sa place dans ce que j'ai envie de faire pour l'instant. T'es inspiré par des journalistes? Parce que, tu vois, il y a des journalistes que t'aimes bien le travail, tu vois. Est-ce que tu te vois plutôt en radio, à la télé, presse papier, etc. Alors ouais, il y a une journaliste qui m'a vraiment impressionnée cet été, pendant justement la crise avec l'Afghanistan et les États-Unis. Clarissa Ward, je pense que tout le monde en a entendu parler à ce moment-là, parce qu'elle était un peu sur le devant de la scène. Et justement, pour revenir à ce qu'on disait juste avant, elle a dit une phrase qui m'a vraiment... percutée. À un moment, le journaliste, c'était vraiment la journaliste du moment. Tout le monde voulait parler d'elle parce qu'elle était en vogue vraiment sur les réseaux sociaux, voilà quoi. Et le présentateur commence à lui parler d'elle pendant son reportage et pendant qu'elle est en direct. Et elle se retourne et elle lui dit l'actualité c'est pas moi, l'histoire c'est ce qui se passe derrière. Et elle monte la rue. Et pour moi, vraiment, le journalisme, c'est ça. C'est pas l'histoire, c'est pas le journalisme, c'est vraiment ce qui se passe autour de lui. Et c'est témoigner un peu de l'histoire qui est en train de se passer sous ses yeux. Et donc, pour ça, Clarissa Ward, je la trouve vraiment impressionnante. Okay. Après, il y a les grands reporters, par exemple, le podcast de Martin Veil sur Reporter, je crois qu'il s'appelait comme ça, le podcast. Tous les reporters qui ont été interviewés, ils sont tous hyper impressionnants. Enfin, vraiment, le modèle du grand reporter, c'est ce modèle que je trouve vraiment inspirant. Et après, c'était quoi la deuxième question? Non. C'était, est-ce que tu te vois plus dans la presse papier, presse radio, télé, etc. Radio, hein. Je pense qu'il y a pas de... plus radio. Ouais. Est-ce que, toi, t'as eu l'opportunité de, comme on a dit, de faire un Erasmus et de partir à l'étranger. Ça, qu'est-ce que ça t'a apporté? Et qu'est-ce que tu as pu faire que tu n'aurais pas pu faire en France? Tellement de choses. Déjà, j'ai eu la chance de partir... Enfin, c'est un peu bizarre de dire ça, mais j'ai eu la chance de partir pendant un confinement. Donc, j'allais en parler, justement. C'était comment, ce confinement aussi? C'était trop bien. Enfin, c'était pas trop bien d'être confiné et tout, mais genre, je l'ai beaucoup mieux vécu que si j'étais restée en France, déjà. Peu importe, avec les règles de Covid, si vous pouvez partir, partez.
Vraiment, genre, essayez de vous glisser à un moment où ils sont à 2 doigts de refermer les frontières, mais ils le font pas totalement. Genre, vous prenez le train, vous allez de l'autre côté de la Manche. Genre, parez-vous, quoi. Mais ce qui est génial avec un Erasmus, c'est que j'ai vraiment développé cette philosophie de vivre au jour le jour. Et peu importe le nombre de choses que j'ai à faire dans la journée, genre si j'ai une opportunité à saisir, genre, je suis là que 6 mois, genre, autant tout saisir, quoi. Je pense qu'on développe plus ça en Erasmus que quand on est ancré dans la vraie vie. Et scolairement parlant, est-ce que t'as senti une différence de niveau quand t'es allé à King's College? Est-ce que tu t'es senti un peu perdu parce que d'un seul coup tu passes de Poitiers à Londres? Tu vois, il y a un gros écart quand même. Comment ça s'est passé du coup? Bah, le passage Poitiers-Londres, franchement, il a pas été très violent parce que je me suis retrouvée justement à Londres en confinement quand il y avait vraiment personne. Genre, je pense qu'il y avait autant d'habitants autour de moi que devait y en avoir dans mon village à Arson, quoi. Genre, il y avait vraiment personne, c'était ouf. Mais oui, la différence de niveau, je l'ai vraiment senti parce que déjà on est en anglais. Donc, première fois de ma vie que j'ai que cours en anglais. On est en confinement, donc cours à distance. Donc moi, j'avais pas trop l'opportunité de discuter avec mes profs pour voir ce qui va pas, parce qu'en général, c'est ce que je fais quand j'ai des mauvaises notes, je vais voir mes profs, je leur demande pourquoi. Et là, non, il y a aucun moyen de discuter avec les profs, on est des écrans, il y a pas de lien avec la classe. Mais j'avais des super colocs, vraiment, j'étais en résidence étudiante, avec des colocs assez exceptionnels qui m'ont vraiment aidé à progresser. Donc on reprenait mes copies, ils m'ont expliqué les méthodologies de l'essai qui sont vraiment différentes de la méthodologie de la dissertation. Moi, j'écrivais des transitions. Le prof, il a pris la transition, il a fait « Mais c'est quoi ce petit paragraphe ?» Genre, De ça merde. va quoi? Enfin, ouais, non. Donc, En fait, les techniques sont différentes entre l'Angleterre et la France en ouais. termes d'écrit. D'accord. Ouais. Et vraiment, moi, je pense que si j'ai réussi à avoir mon semestre, c'est vraiment grâce à mes colocs qui m'ont aidé, quoi. Et merci les colocs. Est-ce que quand t'es revenu en France, est-ce que t'as été suivi tout le long de l'Erasmus par ta licence à l'université de Poitiers? Ou est-ce que t'étais totalement en full roue libre et après t'es revenu et ils ont fait est-ce que ça s'est bien passé? Quel a été le suivi entre l'université Poitiers et King's College? Alors moi j'ai pas été suivie parce qu'en général je cherche pas du tout à être suivie. Enfin, ça me saoule d'avoir quelqu'un sur mon dos qui me dit quoi faire, comment tu vas, blablabla. Tu sais, faut répondre aux mails, je trouve ça un peu long. Et même à la prépa là que je suis en train de faire, je sais qu'il y en a plein qui discutent tout le temps avec les profs et tout, mais moi je les ai jamais contactés. D'accord. J'ai pas de questions, je trace ma route en général. Mhm. Et je me débrouille toute seule. Mais je sais qu'il y a des gens dans ma licence qui avaient besoin d'être épaulés, parce que c'est pas facile de te retrouver dans un autre pays, de te confiner, Covid, je sais que il y en a, ça s'est beaucoup moins bien passé que moi. Et là, oui, ils ont trouvé cet épaulement dont ils avaient besoin, et les profs ont trouvé des solutions. D'accord. Et quand t'es revenu, est-ce que t'as senti une différence de niveau? Est-ce que tu t'es dit, ah merde, j'ai loupé ce cours-là qu'il m'aurait fallu parce que... Ou alors il faut que je le rattrape vite parce que j'ai pas vu ça quand j'étais en Angleterre? Ou est-ce que tout allait bien quand t'es revenu et tu t'es senti au même niveau que les autres? L'avantage, c'est qu'on part tous en Erasmus, donc il n'y a pas une continuité des cours. Donc là-dessus, c'est cool parce que déjà, avoir une licence où il y a un Erasmus obligatoire, t'es obligé de partir, donc t'es prioritaire sur où tu dois aller. Quand tu demandes, par exemple, moi au début j'avais demandé de partir aux États-Unis, mais avec le Covid c'était pas possible. J'étais prioritaire pour aller aux États-Unis parce que je devais partir obligatoirement. Il y a des places qui sont réservées aussi à ma licence pour partir, par exemple en Norvège, je sais que c'est, ou au Japon. C'est une destination qui est réservée qu'aux gens de ma licence. Donc ça c'est cool. Trop bien, ouais. Désolée, la fac de lettres, je sais qu'on est détesté pour ça. Après, vu qu'on part tous, quand on revient, en fait on a tous le même niveau, quoi. Ouais, du coup, l'université, quand tu vas là-bas, donc à King's College, ou aux États-Unis, ou au Japon, etc., est-ce que tu dois payer, autre que le logement, mais est-ce que tu dois payer l'université ou pas du tout? Pas du tout. Parce que vu que c'est l'accord Erasmus, et même en dehors, parce que du coup maintenant il y a le Brexit et tout, aux États-Unis il n'y avait pas d'accord Erasmus, c'est des accords quand même qui sont passés entre facs, donc toi tu payes pas. D'ailleurs mes potes à King's College j'avais bien le seum, parce que eux c'est 30 000 € l'année, moi c'était 0, quoi. Justement, est-ce qu'à King's College t'avais quelque chose pour intégrer les étudiants étrangers ou pas du tout? C'était une année normale pour tout le monde et tu rentrais en tant que juste élève et pas élève étranger à intégrer dans King's College? Si, ils font des journées d'intégration pour les élèves Erasmus à King's College, et nous on avait eu cette journée en ligne.
Et d'ailleurs... Une journée en ligne. Bon, Parfait. c'était... Franchement, sur le papier, ça vend pas du rêve, mais moi, je me suis fait 2 super potes comme ça. Oh, trop bien. Un pote français, d'ailleurs, qui a rejoint la coloc après, parce que lui, il s'était dit, avec le Covid, je pars pas. Et je lui avais dit, non, allez, viens, il nous reste une chambre, vraiment, c'est trop cool. Et un pote australien, avec qui, ça s'est plutôt bien passé, mais lui, il vivait pas avec nous, donc on n'a pas développé les mêmes relations. Je voulais revenir un peu sur ta licence. Qui sont les formateurs dans cette licence? Est-ce que c'est des profs qui sont là tout le long de l'année ou est-ce que c'est des gens qui ont un métier à côté? Enfin, comment ça C'est se des passe? profs de Sciences Po et c'est des profs de la fac de Poitiers. Donc j'ai vraiment pas D'accord. de professionnels. Genre, si on veut faire une formation professionnelle, c'est pas... Enfin, avec des professionnels qui t'enseignent comment faire et tout, comme on peut trouver dans les écoles de commerce, par exemple, c'est pas ma licence. Moi, j'ai que des profs de fac. Et comment ça se passe ton quotidien du coup en tant qu'étudiante dans ta licence? C'est basé sur quoi tes journées à l'université? Je sais même pas par quoi commencer. Après, pour info, genre moi je me suis mis dans cette situation toute seule. Hein. Les gens dans ma licence, ils sont pas en train de courir partout comme moi je suis en train de le faire. Mais explique-nous en quoi tu cours partout du coup. Alors, je gère ma licence cette année, mais à côté j'ai cours au CFJ à Paris. Donc c'est-à-dire Mhm. que le matin j'ai cours à Poitiers, le soir j'ai cours à Paris. CMJ c'est quoi déjà? Tu peux rappeler pour tout le monde? Le CFJ, c'est l'école de journalisme à Paris, c'est Centre de formation des journalistes. C'est une école qui est Ok. reconnue. Moi, je suis pas intégrée dans le cursus, mais je suis dans leur prépa pour préparer les D'accord. écoles de journalisme parce que ma licence, elle est cool, mais elle prépare qu'à Sciences Po en soi pour les Mhm. oraux et pour les masters. Donc je m'étais dit, pourquoi pas passer la sélection de la prépa du CFJ et voir si ça marche. Comment t'as intégré cette prépa du CMJ? Est-ce qu'on t'a proposé ou est-ce que tu y allais toi-même et t'as fait let's go, je pars là-dedans? J'y suis allée moi-même, je me suis dit let's Ok. go, sur un malentendu ça peut marcher parce que c'est quand même... Enfin, le CFJ c'est une très bonne école de journalisme et genre, il doit y avoir pas de demande, donc dans ma tête, je demandais comme ça mais j'allais pas être prise, puis de toute façon j'avais d'autres choses à faire cette année-là, comme une licence L3 Par de, exemple. de sciences politiques et lettres à Poitiers, mais bon, tant pis, hein. Et j'ai été prise. Et là Ok. je me suis dit, vas-y, je le fais. Mais justement, comment tu rentres au CMJ? Mais pour te dire à quel point j'y croyais pas, je l'ai vraiment fait en 2 minutes, remplir le dossier, alors que c'est un dossier qui prend du temps. Genre, j'étais dans ma chambre à Londres, je me faisais chier. En fait, ce qu'ils te font passer, c'est les questions de motivation pour entrer au CFJ de l'année et ils te les mettent sur un Google Doc que tu remplis. Et donc, il y a des questions de motivation et après, t'as un oral. Ok. Mais l'oral, moi, je l'ai pas passé. Enfin, Ah ouais? clairement, je m'étais préparée de ouf. Je m'étais dit, ça va être un oral de ouf. Et Anna Rousseau, donc la directrice de ma préparation, m'a juste appelé pour me dire comment ça marchait, quoi. Et puis elle m'a dit, de toute façon, t'es prise. Voilà, ça marche comme ça. Ok. Et c'est une prépa payante ou... Ouais, c'est payant. Ouais. Ok. Très bien. Parce que je suis pas boursière. Mais il y a des options pour les boursiers non payants. Et du coup, est-ce que tu peux expliquer c'est quoi les qualités d'un bon étudiant dans ta licence et surtout d'un bon étudiant voulant être journaliste? En journée, je sais pas trop parce que je suis pas en école de journalisme, donc j'ai pas la prétention de dire ouais, il faut être comme ça. Mais en lettres Sciences Po, par contre, faut être un étudiant engagé. Ça, c'est le premier truc. Genre, faut s'engager dans des activités, faut mener des projets. Alors, dans ma classe, on a des personnes qui sont quand même assez impressionnantes. Il y a une fille, 2 filles, du coup, qui ont travaillé ensemble sur un livre. Ça s'appelle Combattre le cybersexisme. Et c'est l'association Stop Ficha, donc 2 filles dans ma classe qui ont créé cette association pendant le premier confinement et qui a pour but de traquer un peu tout ce qui est comptes Ficha de nude sur internet, qui aident les femmes par rapport à ça. Et elles ont rencontré le gouvernement plusieurs fois, elles ont fait plein de reportages avec la télé, elles sont allées sur France Culture l'autre jour pour justement mobiliser contre le cyberharcèlement et contre les comptes Ficha. Et elles ont démocratisé vachement justement cette problématique-là. Puis je sais que du coup, il y en a une qui est invitée à l'Assemblée nationale pour parler d'harcèlement scolaire. Enfin, c'est vraiment, elles sont hyper impressionnantes. Elles abattent un travail de malade. Et il y a des gens comme ça dans ma licence, c'est cool. Je sais pas, il y a quoi d'autre? Un de mes super potes qui est engagé à côté au niveau de la gendarmerie parce que lui, il aimerait plus travailler au niveau de la politique de défense. Tu vois, pour te dire à quel point dans la classe, ça part un peu Ouais, partout. c'est vraiment varié. Il y en a qui travaillent au niveau d'une association qui s'appelle Buddy System Réfugiés, donc qui aide les réfugiés, qui leur donne des cours de français, qui
qui est les aides à s'intégrer, qui les aides à monter des CV, des trucs comme ça. Et toi, quand t'es rentré dans cette licence, en lettres et sciences politiques, est-ce que toi aussi, d'entrée, tu voulais t'engager? Est-ce que d'ailleurs, toi, t'es engagé? Ou est-ce que, de base, t'étais vraiment de loin, et au fur et à mesure, les gens t'ont dit, mais viens faire ça avec nous, et t'y es allé? Comment ça s'est passé, toi, ta réflexion là-dessus, sur l'engagement au sein de ta licence? Ben, en fait, je viens d'une région où il y avait vraiment que dalle. Enfin, moi, j'étais au lycée, il y avait rien, quoi. Il y avait pas de journal du lycée. Enfin, si, il y en avait un, mais il fallait faire partie de la classe média qui avait été créée 1 an après que je sois rentrée au lycée. Donc, je pouvais pas participer. Ouais. Et il y avait même pas de radio et trucs. Donc j'ai participé à la création d'une radio quand j'étais en terminale. Et derrière, j'ai participé aussi au journal de ma vie qui s'appelait Soda Magazine, qui a disparu aujourd'hui. Sniff. À cause de toi? Non, quand même, j'espère pas. Mais peut-être, hein, qui sait. Mais et après, je suis arrivée à Poitiers, je me suis retrouvée face à plein d'associations, genre une vie culturelle qui était quand même beaucoup plus impressionnante que chez moi. Et du coup, je me suis engagée chez Radio Pulsar, qui est la radio de mon campus. J'ai commencé à la matinale, où j'écrivais des chroniques. Je réalisais une chronique au début sur les fake news, décryptage de fake news. Pour commencer, c'est le top, hein, ça va très vite, il y a tellement d'articles. Et après, j'ai fait l'analyse de la rhétorique des discours politiques. J'ai fait l'année dernière en L2 l'actualité des élections présidentielles aux États-Unis. Et après, je me souviens plus ce que j'ai fait quand j'étais en Erasmus, parce que j'ai continué en Erasmus, mais c'était le mercredi soir. Mercredi soir, c'est la soirée des Anglais. Donc en général, ce que je faisais, c'est que je prenais un shot de vodka, j'enregistrais ma chronique vers 4h du mat, je l'envoyais à 5h, et je retournais en soirée. Mais non, franchement, c'est pas à faire. Très à l'aise. Mais c'était l'une des meilleures périodes de ma vie, je pense. Mais je me souviens plus des chroniques. Et justement, problématique ça. Justement, moi je voulais en parler parce que tu fais quand même beaucoup de choses au-delà de tes stages. Comme tu as dit, tu as fait plein de chroniques pour Radio Pulsar, tu es rédactrice en chef. Là, ouais, cette année, j'ai créé ma propre émission avec une amie qui s'appelle Louise Beaufils. Et du coup, je suis un peu celle qui supervise, c'est pas sans se prendre trop au sérieux non plus, mais quand il y a un sujet, je valide ou pas ce qui a été proposé. En général, je valide toujours, hein, parce que je n'ai pas les prétentions de dire non, mais j'aime bien aiguiller un peu. Par exemple, je sais qu'on a enregistré une interview en avance avec Sacha Houlier, qui est le député de la Vienne de En Marche. La personne qui voulait l'interviewer voulait poser des questions par rapport à Emmanuel Macron, par rapport à quand est-ce qu'il va se présenter, parce que voilà. Oui, voilà, c'est secret de Polichinelle. Voilà. Et je lui ai dit qu'entre-temps, parce qu'on la passe dans 2 semaines, cette interview, mais entre-temps, il peut toujours se présenter, tu vois. Donc c'est des questions qu'on peut pas poser, parce que si jamais il se présente demain là, ou maintenant, notre interview, elle est morte, quoi. Donc c'est plus mon rôle de superviser, de donner des conseils. Ok, très bien. Et donc t'as fait aussi, t'as écrit des articles pour Roar News. Je sais pas si je le prononce bien, mais moi j'arrive pas à le prononcer non plus. C'est un journal basé à Boston, je crois, c'est ça? Non, alors Roar News, c'est le journal étudiant du King's College, et ils ont une collaboration avec le journal étudiant de la Boston University. Donc j'ai publié des articles à Roar News et à la Boston Political Review. Est-ce que tu peux raconter ton quotidien à la radio? Donc tu as raconté un peu ce que c'était être rédactrice en chef pour ton émission. Est-ce que tu arrives à allier tout ce qui est études et radio? Ça va, tu arrives à t'en sortir? Parce que ça me paraît énorme, la charge de travail. Bonne question. Alors, ouais, franchement, ouais, mais parce que c'est ce qui me permet de tenir, en fait. Parce que si j'avais que mes études, franchement, je pense que je serais complètement sous l'eau. Parce que vivre à 100 à l'heure, ça m'impose un rythme de travail qui derrière est élevé, et donc j'arrive à... Enfin, je dis pas que j'aurai des bonnes notes, hein, parce que clairement j'ai pas eu le temps de travailler partiel, mais ça me permet de garder un rythme qui fait que genre je kiffe ma vie, tu vois, et je suis toujours enjouée de me lever le matin et de faire 15 000 trucs, et donc c'est ce qui me permet de tenir. Franchement, je pense que j'aurais pas la radio, j'aurais pas la prépa à Paris, je serais sous l'eau, quoi. Ok. Comment... Enfin, tu sais, tu parlais que tu avais aidé à créer une radio au lycée, que tu as écrit des articles déjà dans le journal de ta ville, je
crois, c'est ça? Qu'est-ce qui t'a poussé à le faire? Enfin, qu'est-ce qui t'a fait passer le pas et comment ces opportunités sont venues à toi? Est-ce qu'on te l'a proposé ou est-ce que c'est toi qui a été vraiment la première à dire bah moi je vais faire ça, je vais faire ça? Bah, alors, le journal de ma ville, c'était un truc qui était déjà imposé depuis, je me rappelle, je crois. Parce que c'était distribué dans les lycées, c'était un journal un peu jeune. Et le premier numéro, je crois qu'il a été déposé en 4e, et moi j'ai rejoint le truc en terminale 1. Mais en fait, c'est parce que je discutais avec mon ex de l'époque, qui m'avait expliqué qu'il avait des amis qui corrigeaient des articles pour cette personne. Et là, je me suis dit, ah ouais, on peut participer à ce truc. Il y a un truc à faire. Donc j'ai envoyé un CV, j'ai envoyé une lettre de motivation. Et j'ai demandé à participer et il m'a proposé, il m'a dit oui, pas de souci, si tu veux écrire des articles pour le web, vas-y fonce. Donc vraiment quelqu'un d'assez exceptionnel parce qu'il m'a offert plein d'opportunités. Ouais. Et derrière, il m'a dit écoute, moi je suis sur un projet, là on est en train de créer une radio participative jeune. Est-ce que tu veux venir animer avec moi les premières émissions sur cette radio? Et c'est comme ça que j'ai découvert la radio et que j'ai co-animé avec lui l'émission Soda Magazine, qui est le nom du magazine, où on menait des interviews de jeunes, comme un peu on pouvait retrouver sur le magazine, quoi. Après ce passage sur la création de radio, comment t'as fait pour accéder à Radio Pulsar? Est-ce que ça déjà, cette expérience ça t'a aidé, j'imagine? Est-ce que pareil, t'as envoyé pour Radio Pulsar juste un CV, quelques articles, t'y es allé en mode candidature spontanée, ils cherchaient pas forcément et t'y es allé? Ou est-ce qu'ils cherchaient et toi tu t'es proposé? Bah, Radio Pulsar, c'est une radio de campus, donc en fait, ils cherchent tout le temps des bénévoles. Genre, il n'y a pas besoin de proposer un CV, c'est juste t'as envie de t'engager, tu t'engages, quoi. Et hyper drôle, moi j'étais pas au courant de ça. Hein. Moi j'arrive, je me dis putain, ça doit être un truc touriste. de ouf. Non, mais je connaissais pas Radio Campus, enfin. Il me dit c'est un truc de ouf, enfin forcément il faut que j'envoie un CV, il faut que j'envoie une lettre de motivation, enfin j'étais hyper... Et sauf que je fais ça en juin, je crois que la rentrée c'était en septembre. Là, les mecs ils partaient en vacances quoi, enfin faut les laisser tranquilles au bout d'un moment. Et je leur envoie 15 000 CV, je vois qu'ils répondent pas, je les appelle. Ils me disent oh mais t'inquiète pas. Oh la spammeuse. Ah ouais non mais... t'inquiète pas, on verra à la rentrée vraiment des stress. Mais en vrai, à la rentrée, présentation de la fac, là il y a une intervention. Oui d'ailleurs, si vous voulez vous engager dans une association, Radio Pulsar cherche des bénévoles. Voilà. Alors que moi, je m'étais dit c'est un truc de ouf, je vais avoir un entretien, j'avais envoyé 15 000 CV, je les avais harcelés les pauvres. Mais voilà, et tu sais si c'est commun d'avoir une radio dans son université comme ça, ou c'est juste à Poitiers? Non, je crois que Radio Pulsar fait partie des radios campus, et Radio Campus, ils ont des radios partout. Hein. Ok. Non mais je savais pas, donc c'est pour ça, je te pose la question. Et moi, je sais pas, ça c'est mon ressenti, j'ai l'impression que t'es un peu hyper active dans tout ce que tu fais. T'as besoin d'être tout le temps en mouvance et tout. Quand est-ce que tu te reposes? Est-ce qu'il y a des moments où genre t'as d'un seul coup un coup de mou et t'arrêtes tout, ou t'es obligé de continuer? Est-ce que t'as pas peur qu'à un moment ça s'arrête ou que t'aies plus la motivation? Comment ça se passe? Je sais pas. Genre, non, je pense pas qu'un jour j'aurais pu... Enfin, c'est pas des questions que je me pose parce que vraiment, vu que je suis tellement ancrée dedans, je suis dans t'es une cette fonceuse? Ouais, en vrai, en fait, j'arrive pas à m'arrêter. Genre, c'est un truc, ça existe pas. Genre, j'ai jamais été... Enfin, je vais pas me poser. Chaque fois, je fais 15 000 trucs en même temps et c'est ce qui me rend heureuse. Donc, je pense pas qu'il y ait un jour où je vais me dire... bah j'en peux plus, j'arrête, vas-y, je vais au fond de la montagne, dans mon chalet, et je parle plus à personne. Parce que c'est pas un truc que j'envisage, parce que c'est pas un truc que je ressens du tout. Par contre, il y a des moments où mon corps me dit de m'arrêter, ça c'est vrai, et en général je tombe hyper malade, et je suis clouée au lit pendant 1 semaine, 10 jours, et ça sert à rien de me parler, parce que je peux même plus ouvrir les yeux. Ouais, t'es KO, ouais. Ouais, mais ça m'est arrivé 2 fois à Londres. Parce qu'à Londres, vraiment, j'avais une vie, mais je dormais genre 4 heures par nuit. Hein. Et vraiment, genre entre les soirées, les cours, et les articles, et la radio, et en plus, je travaillais pour... Enfin, pas je travaillais, mais je traduisais des articles pour une journaliste qui est genre hyper calée, et genre ça me prenait énormément de temps. Enfin, et je gérais tout ça, et à un moment, mon corps me dit, bon, bah tu te calmes, quoi. Genre... Bah oui, normal. Au bout d'un moment. Sur la même continuité, est-ce que, justement, toute cette activité, tous ces trucs autour des cours, est-ce que c'est commun à tous les étudiants, ou est-ce que c'est singulier pour toi? Tu vois, moi, de ma vision neutre et externe à ta licence, j'ai l'impression que tu fais énormément de taf, ce qui est le cas, mais est-ce que c'est pareil pour tous les étudiants? Est-ce que tout le monde s'engage autant?
Ou est-ce que justement c'est un peu ta particularité? Ouais, dans ma licence, on est tous engagés parce que c'est le truc qu'ils disent à la rentrée en L1, comme j'expliquais, c'est si vous venez en lettres Sciences Po et que vous n'avez pas choisi une prépa, c'est parce que vous voulez des bons cours, mais à côté, vous voulez aussi être engagé. Et c'est vraiment le deal. Donc, ouais, tout le monde est engagé quelque part. Peut-être qu'il y en a 2-3 qui le sont pas, mais derrière, engagé, ça veut pas forcément dire faire partie d'une association, c'est aussi avoir des activités culturelles, c'est se passionner pour un truc, genre, je sais pas, jeudi soir, t'as 2 heures devant toi, et là, il y a une conférence de la Sorbonne sur un sujet de géopolitique qui te passionne. Enfin, dans ma classe, je sais qu'ils vont tous aller regarder. Genre, Ouais. c'est vraiment juste avoir une vie remplie, quoi. Mais dans ma classe, oui, on a tous un truc à faire, quoi. On vient de parler d'engagement. En termes de vie associative, donc t'as les assos bien engagés et tout. Comment tu fais pour t'intégrer à part dans ces associations? Est-ce que t'as d'autres associations un peu plus légères? Je sais pas, tu as genre association de foot, tu vois, au pif, un truc comme ça. Est-ce que t'as d'autres associations un peu plus légères, on va dire, un peu moins engagées, qui vont te permettre de t'intégrer facilement à l'université? L'intégration dans l'université, moi, c'est pas un truc que je connais bien parce que vu qu'on est une toute petite classe, en fait, on reste tout le temps ensemble. Ok. Genre, on est que 60, c'est vraiment. Et puis on est 2 classes, en fait, dans 60. Donc on est une classe de 30, quoi. Tu trouves que c'est un avantage d'être peu? Ouais, ouais. Ouais. Parce que quand je discute avec des gens qui sont à la fac, ils m'expliquent toujours que c'est hyper dur de se faire des potes. Alors que Ouais. moi, clairement, j'en ai plein. Et c'est c'est des gens avec qui je m'entends super Excuse-nous, bien. la meuf sociale. Là. Non, Moi, mais j'en ai fais un plein, peu. j'en ai plein, on s'est compris, quoi. J'ai pas 15 000 potes, mais j'ai réussi à me Ouais. faire pas mal de potes parce que ma classe est petite. Ok. C'est comme si tu débarquais au lycée dans une nouvelle classe, quoi. C'est plus simple. D'accord. Alors que les autres, ils se retrouvent noyés dans la masse avec 300 personnes autour d'eux. Ouais, c'est ça. Donc ça a rien à voir. Et moi, je sais pas si, franchement, j'aurais apprécié ça. Genre, être dans une classe, déjà, l'enseignement, c'est vraiment cool. Parce qu'on n'est pas beaucoup, tout le monde peut poser des questions. Et en plus, les liens se font hyper vite. Et vu qu'on parle tous... on parle tous le même langage, en soi, on est tous passionnés par la même chose. On a tous les mêmes blagues, on est matrixés un peu dans le même sens. Bah, forcément, on s'entend tous bien, quoi. Est-ce que justement tu cherchais ce côté échelle un peu plus petite et être bien intégré et avoir une structure un peu plus, j'allais dire familiale, mais c'est pas le terme, mais plus petite que, comme tu as dit, perdu, être dans la masse et tout. Est-ce que tu cherchais ça ou pas du tout? C'est juste le destin qui a fait que... Je pense que c'est plus le destin. Ok. C'est le destin qui a fait que je me suis retrouvée là-dedans. Parce que je m'étais pas posé la question. Au lycée, j'étais très solitaire. Genre, j'avais mes 2 potes, 3 potes, et puis j'avais pas besoin de plus. Donc j'étais pas du tout dans le... dans ma tête, j'avais déjà mon noyau, j'étais pas dans le délire de me refaire des potes. Et donc quand je me suis retrouvée dans ma classe, c'était la première fois que je me retrouvais avec des gens avec qui je m'entendais super bien. Donc franchement, ça s'est fait comme ça, mais c'est pas un truc que je recherchais. Moi, ce que je recherchais, c'était Sciences Po Paris. Je voulais parler un peu des stages, on en a un peu parlé avec France Bleu. Comment au final tu as trouvé, à part France Bleu, on sait que du coup c'était quelqu'un que qui avait des contacts directement avec France Bleu, etc. Tes autres stages, comment tu les as trouvés et est-ce que les expériences que tu as eues t'ont aidé? J'ai pas trouvé d'autres stages. Genre avec le Covid, c'est trop compliqué. Genre vraiment, pour entrer dans le journalisme quand t'es pas en master, c'est compliqué. Mais là, encore plus avec le Covid, parce qu'ils pouvaient clairement pas accueillir de stagiaires, parce qu'il y a des règles, tu sais, le nombre de personnes au kilomètre carré, toi tu dois connaître. Et donc j'ai pas réussi à trouver, mais par contre, je sais que en temps normal, on a, ça s'appelle la Bible, et c'est le réseau de tous les anciens avec leurs numéros sur un Google Doc. Et je sais que chaque fois, pour les appeler, ils répondent direct. Puis ils sont hyper contents de te parler de ce qu'ils font. Puis même pour la recherche de master, c'est un truc... Moi, il y a quelqu'un qui travaille à Radio France, qui est vraiment adorable, qui m'avait d'ailleurs conseillé quand je voulais tenter... Parce que bien sûr, t'arrives en L1, tu dis « Ouais, moi, France Inter ». Et quand je voulais tenter les grosses rédacs, je l'avais appelé parce que lui, il bossait à France Inter. Et il m'a dit que dans tous les cas, il était CDD à ce moment-là, donc c'était pas possible. En plus, c'était pas le bon bail, parce que vraiment, ce qu'il m'a conseillé, c'est vrai, genre, il faut aller en local pour vraiment pratiquer, sinon, France Info, France Inter, ils ont pas le temps de s'occuper de toi, quoi. Ouais, et ils vont pas te lâcher à l'Assemblée nationale avec ton micro en disant « Bon, bah maintenant, tu te débrouilles, quoi. » Ouais, c'est ça. Donc on va parler exclusivement de France Bleu. Quand t'es rentré là-bas, donc c'est ton premier stage pro. Est-ce que t'as ressenti des difficultés à t'adapter dans le milieu pro? Non, l'équipe est géniale à France Bleu Besançon. Vraiment, ils m'ont directement intégré, ils m'ont directement expliqué.
comment ça marchait. Et en plus, moi j'ai fait mon stage au mois d'août, donc les personnes qui sont CDI, en général, ils sont en vacances, remplacées par des CDD ou des pigistes. Et donc les personnes, elles avaient à peu près mon âge, enfin, vraiment, c'était une équipe de jeunes. Et ils m'ont tout appris, ils m'ont donné des conseils pour les écoles, enfin, ils étaient hyper dispo, la rédactrice en chef, elle est adorable. Enfin, Ok. j'ai passé un stage vraiment hyper cool parce que l'équipe était hyper disponible. Super. Est-ce que tu as eu des retours d'autres personnes comme ça en stage où ça s'est bien passé? Ou est-ce qu'il y en a d'autres, justement, ils sont rentrés dans... Parce que j'imagine que ça doit différencier en fonction des rédactions. Est-ce que toi, tu as eu d'autres retours? Bah, j'ai un camarade de classe qui avait fait un stage en natio et en national, donc les rédactions à Paris. Et il m'avait dit que justement, enfin, il savait pas le temps de s'occuper de lui, donc lui, il avait passé le mois à porter des cafés, quoi. Et Ouais. que c'était hyper chiant. Et par contre, il avait fait un stage à nouveau c'est quoi, en local, dans le Pays Basque, je crois. Genre, Mhm. et là, ça s'était super bien passé parce que justement, il avait des choses à faire, il avait pu écrire des articles et voilà quoi. D'accord. Donc si on peut conseiller les gens, c'est mieux de faire des stages en local, Ah, du moins largement. au début, Ouais. pour se former un maximum, et après, pourquoi pas taper sur Ouais. un plus gros truc, quoi. Bah, quand tu sais faire du local, normalement derrière tu es beaucoup plus à l'aise pour aller en natio et ils auront pas à s'occuper de toi en natio quoi. T'as compris comment ça marche. Et justement, est-ce que tu peux parler d'une journée type de stage quand tu étais à France Bleu? C'était quoi tes missions? Il n'y a pas de journée type en journalisme, hein. C'est vraiment, tu pars le matin, tu peux très bien manger à 16h comme tu peux manger à 11h, hein. Genre, Ouais. ça dépend si t'es en reportage, où est-ce que tu dois aller, quel est l'actu du jour, quelle est Ok. la mission qu'on te donne. Et ça se passe comment, un reportage à France Bleu, par exemple, rapidement? Est-ce que tu Bah, peux... le matin, il y a la conférence de rédaction. Donc tu fais ta conf, on te donne les missions du jour, tu proposes des sujets. Quand on a réparti les tâches, on a dit toi tu vas là, toi tu vas là, toi tu vas là. Tu fais des recherches par rapport à l'endroit où tu dois aller, tu rappelles, tu cales aussi des reportages pour le futur. Et donc le matin, moi en général, je calais des reportages, j'appelais les gens pour savoir s'il y avait sujet, s'il n'y avait pas sujet. Et après, tu pars en reportage, donc parfois tu pars à la journée, parfois tu pars genre juste une après-midi, ça dépend. Et tu fais ton reportage, tu rentres, tu montes ton reportage, et après c'est les journaux du soir. Ça, tu vois, moi, je me posais la question. Par exemple, dans ta licence, on t'apprend pas finalement ce truc de journaliste, de conf-rédac, de préparer tes entretiens. Donc, est-ce que ton stage t'a tout appris, ou est-ce que toi, t'as fait des recherches avant, t'as essayé d'apprendre avant, notamment avec Radio Pulsar, mais du coup, t'es quasiment autodidacte finalement, pour l'instant en tout cas, dans ce que t'es en train de faire là. Ah ouais, il n'y a pas du tout de cours de journalisme hein, en lettres Sciences Po, et je pense qu'à Sciences Po non plus, hein, il n'y en a pas en licence. Hein. Mhm. C'est vraiment dans les journaux étudiants, dans tes stages que tu apprends. De toute façon, le journalisme, je pense que c'est un métier qui s'apprend sur le terrain. Quand tu arrives en école, c'est vraiment des masters professionnalisants. Hein. Genre tu fais du terrain, tu fais des exercices, c'est pas du tout de la théorie. Et nous, on fait que de la théorie. Et sinon, non, j'ai pas appris grand... Enfin, Radio Pulsar, on fait de la chronique, on fait pas du reportage, et moi j'étais en Mhm. reportage à Besançon, Mhm. et c'est là que vraiment j'ai tout appris. Hein. Eux, ils étaient enclins à t'apprendre tout, Ouais. toutes les ficelles du métier et tout. Ouais, ouais. Ah, Et puis en c'est grave plus, il me cool, ça. donnait plein de missions. Genre, il y a plein de trucs que j'ai. Enfin, il y a quand même 4-5 Autre que les cafés. reportages. Ah, mais j'ai pas fait de café du tout, hein. J'avais pas le temps. Hein. Que des Et ils chocolats chauds. m'offraient les cafés, hein. Quand même. Oh, Ils sont adorables. Vraiment, c'est une équipe. Enfin, et vraiment, ma rédactrice en chef, elle m'a permis de faire plein de reportages toute seule. d'accord, bah, c'est trop bien. Ouais, ouais. En vrai. Je voulais parler de l'accès à la formation, donc que ce soit Sciences Po ou licence. Comment on rentre à Sciences Po au final? Comment on fait? Alors, ça a changé. Parce que quand j'étais en terminale, c'était sur concours. Mhm. Donc il y avait l'épreuve dossier, l'épreuve concours. Tu pouvais être exempté de concours si tu avais un super dossier. J'ai un pote, mon meilleur pote de licence qui a été exempté parce qu'il avait un super dossier. Et ça n'a pas été mon cas et j'ai même eu C au dossier. Alors ce qui est drôle, c'est que Dur. le C au dossier, c'est éliminatoire. Donc c'est-à-dire que t'es pas au courant, tu vas quand même passer les concours, mais t'es déjà éliminé. Ah ouais? Ouais. Dur. Bah bon, bref, tant pis, hein, c'est pas grave. Et Ok. je m'en suis remise. J'ai bien pleuré pendant Pas tout trop, l'été. visiblement, ça fait quand même 3 ans là maintenant. Ouais, oui, mais en vrai ça va. Et je me suis soignée un peu. Ah. Mais Oui, parce que après- finalement, t'es plus trop attiré. Enfin, t'es attiré par Sciences Po, mais t'as aussi l'école de journalisme à côté qui peut. Oui, oui, vraiment. Enfin, moi, je veux faire du journalisme dans tous les cas, quoi.
Sciences Po, c'est celle qui me plairait le plus parce que c'est celle qui prépare à une carrière internationale, genre plus pour partir faire correspondante à l'étranger. Moi, c'est plus ce que j'ai envie de faire. Mais sinon, toutes les écoles m'intéressent, hein, je vais pas faire la fine bouche. Hein. Donc maintenant, aujourd'hui, je sais que c'est sur Parcoursup. D'accord, carrément. Donc tu donnes ton dossier et tu dois rédiger une lettre de motivation de 1000 mots. Après, tu remplis Parcoursup normal et je crois que tous les IEP, donc Bordeaux, Paris, Parcoursup... Un IEP, c'est quoi? Tu peux préciser ou pas? C'est l'Institut d'études politiques, c'est comme ça. Il y a Sciences Po, il y en a pas qu'un, il y en a une dizaine, et il y a les Sciences Po de province, donc qu'on appelle les communs, concours communs. Et donc là, il y a Lille, il y a Strasbourg, il y a Aix-en-Provence, il y a Toulouse. J'en oublie sûrement. Et donc ça, c'est un concours qui est pour ceux qui sont en licence. Non, tu peux le faire post-bac et tu peux le refaire en licence. T'as 2 chances en fait. Alors que Sciences Po, tu le loupes une fois, c'est fini. Sciences Po Paris, tu le loupes une fois, c'est fini. Mais Sciences Po commun, donc concours commun, donc les IEP de province, Institut d'études politiques de province, tu peux le passer en terminale et tu peux le passer en première. Donc Parcoursup, c'est que t'as pas de concours, c'est que Paris-Bordeaux. Ouais, après t'as. Et par contre, les IEP, c'est des concours. Ouais, t'as quand même un concours, mais je crois que tu t'inscris sur Parcoursup maintenant. Ok, aussi. Tout est centralisé sur Parcoursup. D'accord, très bien. Est-ce que t'as des prépas, justement, pour participer à ces concours, ou pas du tout? Ouais, moi j'ai fait une prépa en terminale. Genre, c'est mon truc. Hein. Cette prépa, elle est payante ou pas? Ouais, il n'y a pas de prépa pas payante, parce qu'ils disent souvent qu'il n'y a pas besoin de prépa, patati patata. Genre, dans tous les cas, vous allez balancer de l'argent par la fenêtre et tout. Mais moi, je suis pas forcément d'accord, parce que la prépa, ça m'a permis de vachement progresser. Et ouais, franchement, c'est là que j'ai le plus progressé, je pense, c'est quand j'ai commencé à faire la prépa à Strasbourg, à côté de ma terminale. Ok. Et Sciences Po, c'est payant aussi ou pas du tout? Je sais pas. Ça. Si, c'est payant, mais c'est par rapport à tes revenus. Donc si t'es boursier, tu payes pas. Si tu as un foyer moyen, tu payes moyennement. Et si t'as vraiment beaucoup d'argent, bah, tu payes au max, quoi. J'ai vu qu'il y avait 20 000 candidatures pour Sciences Po en 2019. Comment on se démarque entre tous les dossiers? Quels sont les éléments à mettre dedans, etc. Est-ce que toi, tu sais? Ouais, genre vraiment, il faut avoir des notes qui sont excellentes. Genre minimum 17 de moyenne maintenant, je pense. Hein. Parce que vu que tout se fait sur Parcoursup et qu'il y a de plus en plus de candidats, il n'y a plus la possibilité de se démarquer sur les copies de concours. Donc vraiment les notes, avoir un engagement, c'est hyper triste, le plus possible. Et en fait, avoir un projet professionnel logique. Ça, c'est important. Genre le montrer que tu sais où tu vas, quoi. Genre si t'as envie d'être journaliste, tu vas pas leur dire « Ouais, mais le master de relations internationales, pourquoi pas hein, dans le futur ?» Enfin, ça, c'est ce que j'avais fait. Grossière erreur. Et montrer que tes activités actuelles, elles vont dans le sens de ce projet professionnel. Genre, si t'as envie d'être journaliste, mets en avant que t'as bossé dans ton journal du lycée, si t'as bossé dans ce journal-là, au lieu d'aller expliquer que tu fais de la trompette, quoi. En fait, pour préparer Sciences Po, il faut déjà avoir un projet professionnel réfléchi. Pas forcément, pas en licence, mais c'est un plus. Genre, en licence, tu peux montrer tes qualités. Par exemple, quand je dis juste pas dire que vous faites de la trompette, vous pouvez dire que vous faites de la trompette, mais à partir du moment où vous prouvez que ça fait genre 10 ans que vous faites de la trompette, que vous êtes hyper motivé, que vous êtes que c'est un truc qui vous a aidé dans la vie à progresser, et c'est ce progrès-là qu'ils recherchent. Et des étudiants qui sont motivés et qui ont des choses à revendre. C'est ça, c'est mettre en avant que vous avez des choses à revendre dans votre dossier. Et du coup, tu sais à peu près comment ça se passe, la sélection des dossiers, à part les notes? Est-ce que t'as un CV à mettre, une lettre de motivation, un reportage, je sais pas, un truc? Alors, si vous pouvez mettre le plus de trucs possible, mettez-les. Genre, moi, ma prof d'anglais m'avait proposé de me faire une lettre de recommandation. Je lui ai dit non, c'est bon, il n'y a pas besoin, genre, c'est optionnel. Si vous avez cette possibilité, il faut en fait, faites pas comme moi. En fait, l'optionnel n'est pas optionnel. Ouais, voilà. C'est ça l'idée. Et donc, si vous pouvez rajouter des trucs en plus, genre montrer les articles que vous faites, enfin des trucs comme ça, faites-le. Après, donc c'est une lettre de motivation de 1000 mots. Le CV, c'est un peu le truc sur Parcoursup quand il te pose des questions sur toi, mais je crois pas qu'il y ait un truc à rajouter. Genre ça, c'est que en master où ils te demandent un CV, un truc, voilà. Je crois que c'est tout. Parce que moi, j'aide souvent des terminales à faire leur dossier, à remplir leur dossier pour Sciences Po. Et en général, elles me demandent que de les corriger par rapport à la lettre de motive. D'accord. Est-ce qu'il y a des facs, donc des IEP, qui sont plus spécialisés dans certains corps de métier? Je
pense, tu vois, journalisme, tu vois, finance sur l'Europe, ou je sais pas. Est-ce que t'as des facs plus spécialisées et du coup on conseille d'aller plus dans telle ou telle fac? Ou est-ce que c'est les mêmes formations partout? Alors, par rapport à ma licence, moi, dans tous les cas, il y en a qu'une en France, hein, elle est à Poitiers, donc il n'y a pas de spécialité, il y en a qu'une. Mais par rapport aux IEP, genre si on prend le concours commun avec Strasbourg et tout blabla, je sais que Lille, ils ont le master en partenariat avec l'ESJ, donc Ok. l'école de journalisme. Donc Lille, c'est l'IEP de journalisme. Strasbourg, c'est l'IEP des affaires européennes, parce Ok. qu'ils ont le siège politique publique, je crois que c'est Rennes. Sciences Po Toulouse, je crois que c'est un peu pour le commerce, parce qu'ils ont des accords justement avec une école de commerce. Faut regarder Ok. les accords qu'ils ont. Et Ouais. après, regardez les Erasmus aussi. Enfin, c'est un conseil, genre quand vous vous engagez dans une fac, regardez les accords qu'ils ont à l'étranger. D'accord. Parce que ça change en fonction des facs et tout. Ouais, ça par contre, c'est jamais les mêmes. Genre, je sais que même au Ok. sein d'une université, la fac de droit n'aura pas les mêmes accords que la fac de lettres. D'accord. Ok, donc oui, donc bien regarder ça. Ouais. Et du coup, toi, potentiellement, Lille, ça pourrait t'intéresser. Ouais, parce que quand tu rentres à l'ESJ, tu rentres aussi à Sciences Po Lille. Donc, dans tous les cas, oui, je passe Lille. Et justement, comment on fait pour rentrer à l'ESJ? Pareil, c'est un concours après la licence où t'as des épreuves de motivation, des épreuves d'écriture, des épreuves d'orthographe, et puis tu dois donner un CV. Puis Mhm. après, t'es admissible pour l'oral. Donc voilà, tu Et- passes un oral, et après, voilà, t'es pris ou pas. Et tu sens que la prépa, ça t'aide beaucoup? Ou est-ce que tu peux présenter le concours en mode libre, sans prépa, sans rien? Enfin, tu te prépares toi-même, quoi. Moi, je conseille. Enfin, après, j'ai jamais été trop apte de préparer un concours toute seule. Chaque fois, j'ai fait appel à une prépa. Moi, franchement, ça m'aide grave parce que ils m'apprennent à écrire, mais de façon comme un journaliste. Et c'est ce qu'ils demandent au concours. Genre, ils nous préparent vraiment à l'écriture journalistique et on a des cours d'actualité. Ça, c'est cool. Ok. Et c'est ça qui aide parce qu'à la fac, on apprend à écrire, mais comme des dissertes et l'écriture journalistique, c'est tellement différent. Genre là, il faut que tu t'envoies, genre c'est l'actu en premier. Et ça, c'est vraiment un truc où ils t'apprennent à te mettre dans ce délire de tu blablates pas vraiment, t'envoies. Donc ouais, franchement, prendre une prépa pour préparer les écoles du journalisme, c'est ce que je conseille le plus. Hein. D'accord. Sur le regard que porte, je sais pas, ta famille sur tes études, genre est-ce que ça les a étonnés que tu choisisses ça, sachant que c'était depuis que t'étais petite que tu voulais faire ça, mais comme t'as dit, dans ta région ou quoi, il n'y avait pas forcément accès au journalisme facilement et tout. Ma mère a toujours voulu que je sois prof. Mais vraiment, Ouais. genre elle a toujours espéré qu'un jour je me réveille, que je me dis non, je veux pas être journaliste, je veux être prof. Genre vraiment jusqu'au bout, elle y a cru. Hein. Donc ouais, non, si ma mère était d'ailleurs pas très au début, tu sais, je m'étais dit je vais faire ES, ma mère voulait absolument que je fasse S, c'était Ouais. très tradi. Puis Mhm. après, elle s'est rendu compte que c'était pas du tout mon profil, que vraiment la science, non Ouais, merci. c'est ça. Et Ok. donc elle m'a laissé faire un peu ma vie, parce que voilà, elle se rendait compte que ça servait à rien que je fasse un bac S, si c'était pour le louper complètement, autant faire un bon bac ES quoi. Mhm. Et voilà, mais ouais, mes parents ont toujours espéré que d'un seul coup je me ravise et que je fasse pas journaliste. Hein. Ah ouais, ça leur plaît pas trop? C'est hyper précaire. Ouais. Ok. Tu gagnes pas non plus énormément. Hein. Et c'est dur de grader. C'est dur de te faire ta place. Hein. Ouais, c'est sûr. Est-ce que t'as quelques tips à donner pour rentrer dans ta licence? Ouais, genre engagez-vous. Vraiment, engagez-vous. On le dira jamais assez. Et plus vous engagez, plus vos notes, en vrai, ça compte moins, quoi. Essayez de mener des projets. Et si vous avez rien autour de chez vous, créez-les. Genre, moi, Ouais. j'avais rien. Donc, tu te crées tes propres opportunités, quoi, t'as rien. Puis aujourd'hui, on a Internet. Donc, en vrai, tu crées ta chaîne YouTube, tu fais l'actualité tous les jours. Ça marche très bien. Tu peux avoir ton téléphone, t'es pas obligé d'acheter une caméra. Ou tu crées une Mhm. page Instagram avec aujourd'hui, c'est passé ça, blablabla. Ou un blog, enfin, il y a tellement de trucs. Si je peux ajouter un truc, si vous, par exemple, vous créez une chaîne YouTube, sachant que c'est archi bouché maintenant, le faites pas pour, je sais pas, pour que ce soit vu ou quoi, parce que de toute façon, personne va vous attendre ou quoi. Donc en fait, le but de cette chaîne YouTube, c'est pas forcément de la montrer à je sais pas combien de personnes, mais de les montrer à la bonne personne au moment où vous allez rentrer dans la licence ou même dans un autre projet que vous avez, et de montrer, moi j'ai fait telle vidéo, regardez ce que ça donne, pas forcément d'avoir je sais pas combien de vues. Je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais, Ouais. mais voilà. Je trouve que c'est bien de le dire, on le fait pas pour avoir des gens qui écoutent, mais avoir les bons gens qui écoutent. Voilà, Puis pour progresser, c'est surtout ça. Hein. c'est ça. Genre, Pour tu le fais travailler pour en toi. fait. Et genre, oser. Genre, ça, c'est un truc sur Parcoursup. Ne vous dites pas, ouais, non, je postule pas là parce que j'ai pas le niveau. Genre, dans tous les cas, faut oser. Tu peux pas regretter un truc que t'as échoué à partir du moment où tu l'as tenté.
Ouais. C'est bien dit, c'est bien dit. Est-ce que tu as des points positifs? Est-ce que tu avais des attentes sur ta licence et après sur l'école de journalisme, la prépa par exemple? Voilà. Ouais. Genre, en fait, je suis arrivée dans la licence, j'étais hyper dégoûtée de la vie, j'étais complètement dépressive, j'avais loupé Sciences Po, ma vie était terminée, alors que pas du tout, vraiment. Bon, après, quand vous loupez Sciences Po, si vous êtes dans cette phase-là, c'est complètement normal, hein. Genre, c'est un truc, tout le monde passe par là. Dans ma licence, on a tous loupé Sciences Po, on était tous dépressifs pendant l'été, avant la rentrée. Et genre, vraiment, ma licence, ça m'a permis de me rendre compte que t'échoues, bah c'est pas grave, hein, la vie... T'es pas la seule. Non, c'est même pas ça, c'est la vie... On t'attend forcément quelque part, faut faire confiance à la vie, genre dans tous les cas tu vas te débrouiller, tu vas arriver quelque part. Donc c'est pas grave si tu passes pas par la porte A, la porte B, la porte C, elles sont aussi excellentes et dans tous les cas tu vas t'éclater quoi. Et est-ce qu'il y a eu des moments marquants qui genre t'ont rendu fier, ou alors tu t'es dit ce moment-là je l'oublierai jamais, en fait t'as vraiment un truc, un moment où t'as fait ouais c'est pour ça que je le fais. Mais en vrai, c'est toute ma licence. Genre, moi, je kiffe mes études de ouf. Hein. C'est compliqué de dire... Enfin, dans ma classe, il y en a qui sont pas contents de la licence parce qu'ils trouvent qu'il y a trop de lettres, qu'ils s'attendaient à plus de sciences politiques et de trucs comme ça. Et donc, ils sont un peu dégoûtés. Mais moi, non. Genre, vraiment, je kiffe ce que je fais. Genre, je voudrais changer ça pour rien au monde. Donc, j'ai pas un moment marquant en particulier. Peut-être ce moment où j'ai eu un 10, justement... Enfin, où j'avais vraiment des notes de merde au début au S1. C'est normal, hein. Genre, vous arrivez, c'est la fac, vous connaissez pas le milieu... Et j'avais des notes de merde. Et d'un seul coup, genre, j'ai eu ma première bonne note qui était vraiment excellente. Et ouais, ce moment-là où je me dis, c'est bon, j'ai pigé, quoi. Ça, c'est cool. Et est-ce qu'il y a eu un moment où tu as eu des doutes? Est-ce que le confinement, il y a eu pas mal de gens quand même qui ont commencé à douter pendant le confinement. Est-ce que toi, ça t'est arrivé ou pas du tout? Alors, pas pendant le confinement. Par contre, je dois avouer que ce début d'année-là, à un Ouais. moment, juste avant les vacances de la Toussaint, je me suis retrouvée vraiment au bout du rouleau. Genre, j'étais hyper fatiguée parce qu'ils nous ont demandé de rendre 2 mémoires en 2 mois. Donc, c'est quand même 50 pages. Moi, j'ai écrit 50 pages le premier, 100 pages le deuxième. Tu vois, c'est... En 2 mois, c'est intense. Ouais, c'est beaucoup. Plus les cours où on avait genre vraiment 30 heures de cours à côté. Enfin, c'était compliqué. Et donc là, vraiment, je me suis dit, en vrai... Vas-y, t'arrêtes tout. Mais pas du tout, quoi. Genre, vraiment, c'était juste une journée de bad mood où j'avais l'impression que la terre s'effondrait sur moi, quoi. Ok. Et ça t'arrive souvent ou c'est juste la première fois où vraiment c'était dur, quoi? C'était vraiment la première fois. Ouais. Normalement, j'ai pas du tout ça. Mais là vraiment, c'est juste le contre-coup de la fatigue. Puis j'ai pas eu de vacances. Genre, vu que j'ai fait mon stage. Et j'ai travaillé pendant le mois de juillet. Et en plus, je rentrais d'Erasmus. Et je revenais à la vie normale et je me rendais compte que non, tu rentres pas à Londres pour t'éclater avec tes potes, c'est fini là, tu travailles. C'est ça. Puis les masters, l'année de L3, je trouvais elle est stressante. Hein. Genre quand ils te disent là c'est les masters, ça rigole plus. C'est comme maintenant c'est le bac, ça rigole plus. Ouais, mais c'est la même chose, c'est exactement la même chose. Mais genre c'est chiant quoi. Enfin, au bout d'un moment, c'est très bien qu'on a 20 ans, si on loupe notre vie, c'est pas maintenant, genre ça sera plus vers 60 quoi. Ok. Et est-ce que y a eu des points négatifs ou des points à améliorer selon toi dans ta licence auxquels tu t'attendais pas? Est-ce qu'à un moment tu t'es pas retrouvé dans ta formation? Non. Mais je sais qu'il y en a, ça arrive. Par contre, hein, dans ma classe, tu vas demander à quelqu'un d'autre, il y en a pas mal qui disent ouais, mais moi je voulais plus de sciences politiques, quoi. Il y a trop de lettres. Je voulais parler des problématiques du journalisme ou de l'étudiant à Sciences Po. Penser à l'accessibilité de la formation. Est-ce que toi tu trouves que c'est accessible à tout le monde? On dit souvent que c'est élitiste. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu penses qu'il faudrait corriger certaines choses? Ouais, non, si. Mais quand je me suis retrouvée à King's College, c'est un peu le Sciences Po de Londres. Mais Londres, en plus, c'est une société qui est encore plus élitiste qu'en France. Franchement, tu te rends compte des privilèges sociaux, genre... Enfin, c'était des gens dans ma classe qui, le week-end, allaient à l'opéra avec leurs parents, quoi. Genre, c'est pas du tout le même capital culturel que moi. C'est pas du tout le même capital social. Enfin, moi, je viens de la Cambrousse. Enfin, mes parents lisent pas. Enfin, ils savent lire, mais c'est pas genre mon voisin en sciences politiques à King's College qui avait son père qui avait lu tous les Proust, quoi. Genre, Ouais, non, mais t'es rentré dans un milieu social qui était pas le tien du tout. Ouais. Et okay. Tu le sens, ils ont pas du tout les mêmes codes que toi, et ils le sentent que t'as pas les mêmes codes, et ils te regardent un peu en mode mais elle vient d'où, elle sort d'où celle-là. Et les Français surtout, parce qu'à King's College, il y a pas mal de Français, il y a beaucoup de Parisiens, et eux, vraiment, ils te le font comprendre que t'es pas de leur monde. Voilà.
Et par contre, les Anglais, c'est pas la même chose, tu vois. Genre, t'es française, ah, c'est cool. Mais ouais, c'est franchement, je pense que Sciences Po, c'est pareil, parce que c'est des écoles qui sont un peu, genre, c'est un peu dans le même cercle. Donc il y a un problème d'élitisme, c'est sûr. Et je pense que c'est encore pire aujourd'hui avec leur sélection, parce qu'ils disent, ça met en avant la diversité. Je pense pas. Je pense qu'à partir du moment où il n'y a plus le concours, là, ça passe vraiment sur le dossier. Mais le dossier, quand t'es en terminale, ça se construit par qui? Par tes parents, en vrai. Genre, Ouais. c'est le capital que tes parents t'ont offert, hein. Oui, parce que qui va relire la lettre de motivation, qui va Ouais. relire ton CV, s'il est bien ou pas. Qui va te donner les opportunités aussi, tu C'est vois. ça. Genre, t'auras Mm. jamais les mêmes opportunités que quelqu'un qui vit en plein centre de Paris quand tu viens de Pontarlier. Ok, bien Donc, sûr, bah oui. donc pour moi, il y a plus... Logique. Enfin, la suppression des concours, pour moi, c'est pas du tout... ça permet pas du tout de s'engranger plus de monde, quoi, et de milieux différents. D'accord. Et on a aussi, enfin moi j'ai beaucoup vu tu vois, de polémiques et de mouvements sur Sciences Po. Il y a beaucoup d'étudiants engagés. Toi, comment tu le vis, tu vois, toutes ces polémiques? Bon, il y a eu des polémiques déjà sur la direction Sciences Po, mais est-ce que toi, ça impacte tes études, ces polémiques, ou pas du tout? Est-ce que les étudiants finalement ils en ont rien à foutre et ça taffe et voilà. Ouais, enfin, moi je sais que dans ma classe, il y en a qui demandent pas Sciences Po, parce qu'il y a eu les polémiques Sciences Po, là, Sciences Po Port, là. Ouais. Sciences Po, c'est ça, hein. Et je comprends totalement, hein, là-dessus. Enfin, c'est quand même assez ouf ce qui se passe dans les grandes écoles, hein, parce qu'il n'y a pas que Mhm. Sciences Po, il y a aussi HEC où il y a eu des scandales pareils. Et ça, c'est un truc que j'ai vu à King's College, par contre. Genre, j'ai compris quand j'étais à King's comment ça fonctionnait, et je pense que, ouais, dans les grandes écoles, faut faire plus attention quand t'es une femme, hein. C'est triste, mais Ouais, c'est sûr. voilà. Et, et ouais, franchement, genre, parfois j'ai mes parents qui me regardent et qui me disent, mais qu'est-ce que tu fous, Chloé? Pourquoi tu veux partir là-dedans, quoi? Enfin, moi, je vais un peu au-delà de tout ça. Genre, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir être journaliste. Et comment devenir journaliste, bah, c'est passer par les écoles, quoi. Et je voulais parler aussi de l'information pour l'inscription à Sciences Po. Comment on fait pour se renseigner sur Sciences Po plus en profondeur, à part sur leur site internet? Est-ce que tu sais s'il y a des portes ouvertes, enfin s'il y a des aides pour s'inscrire, au-delà de la prépa? Ouais, alors, moi, je m'étais beaucoup renseignée sur SOS Sciences Po, ça s'appelait comme ça. C'est un site internet d'élèves de Sciences Po qui te conseille pour réaliser ton dossier et tout. Ok. Et dans SOS Sciences Po, il y a une option plan B en plus, avec toutes les formations que tu pourrais faire si t'as pas Sciences Po qui sont un peu Ok. en relation. Et c'est Mhm. sur ce site internet que j'ai trouvé ma licence, parce que Trop sinon bien. j'aurais jamais découvert. Et en plus, il te donne entre parenthèses pourquoi c'est cool de faire ça si t'as envie de rentrer à Sciences Po. Et moi, il y avait bien marqué entre parenthèses possède des accords pour entrer en master. Après, il y a les chaînes YouTube d'orientation où ils rencontrent beaucoup Sciences Po et tout le blabla, parce que Ouais. forcément. Bah forcément Enfin, c'est un c'est gros nom, donc ouais, c'est donc des voilà. licences en plus qui aujourd'hui sont hyper populaires. Donc Mhm. moi j'avais vachement regardé des chaînes YouTube genre Figaro étudiant, ils publient tout le temps des articles sur Sciences Po, hein, si tu regardes. Il y a quoi? Il y a les podcasts, bah le tien. Et Allez. allez, petite pub. Et puis après, allez contacter les étudiants qui sont déjà à Sciences Po, qui sont déjà dans les licences qui vous intéressent, parce qu'on sera toujours disponible pour vous répondre. Enfin, moi, je sais que je prends toujours le temps d'aider les terminales à construire leur dossier pour rentrer à Sciences Po ou dans ma licence, hein. C'est un truc, là-dessus, il n'y a pas de souci. Ou pour répondre aux questions. Ok, ok. Je voulais parler aussi un peu de l'évolution du métier du journalisme, parce qu'on sait que la crise du journalisme papier, presse papier, a été grande, mais elle continue encore, notamment sur la transition digitale, enfin, etc. Toi, quelle est ta vision du journalisme et le futur du journalisme? Qu'est-ce que c'est pour toi? C'est compliqué, hein. Ça, c'est 60 heures de cours à King's College, cette question, tu vois. Genre... Et en vrai... Toi, tu vois quoi comme possibilité pour toi dans 10 ans? Est-ce que tu vois la radio sera toujours aussi forte? Est-ce que tu penses que les nouveaux médias type Twitch, il y a aussi les salons virtuels à un moment donné pendant le confinement, je sais plus comment ça s'appelait là, mais t'avais carrément des salons vocaux. Est-ce que toi tu penses que ça c'est l'avenir? Ou est-ce que tu penses que bah voilà la radio, la télé un peu moins du coup, mais la presse papier sera toujours importante? Toi, qu'est-ce que tu vois dans l'avenir, Madame Irma? Déjà, j'espère, c'est hyper souhaitable que le journalisme se transporte sur des médias tels que Twitch, tels que les réseaux sociaux, parce que faut informer, c'est le rôle premier du journalisme, mais il faut aller informer là où se trouve la personne informée. Et aujourd'hui, la personne informée, c'est les réseaux, c'est Twitch, c'est ce genre de nouveaux médias.
Donc oui, ça j'espère que les boîtes vont avoir plus tendance à aller sur ce genre de directive. Mais justement, pourquoi faire de la radio aujourd'hui alors qu'on se dit, ouais, il y a de moins en moins de personnes qui écoutent la radio, enfin, t'es de moins en moins dans ta voiture, t'écoutes Deezer, t'écoutes ta musique, tu vas pas forcément aller mettre France Inter. Mais de plus en plus de personnes écoutent le podcast, et le podcast, c'est quelque chose qui se transporte dans tous les médias. Le Monde a son podcast, Courrier International a son podcast, L'Équipe a son podcast, même LCI a un podcast, je crois. Enfin, tous les médias se mettent au podcast. Et c'est pour ça que le journaliste radio, je pense que alors que les places étaient de plus en plus limitées, c'est peut-être un cursus avec un numerus clausus qui va s'ouvrir. Pour moi aujourd'hui, c'est un peu le métier d'avenir, quoi. T'as rien à faire, t'es en train de te préparer à manger. Si j'allais écouter un podcast sur, par exemple, sur les femmes d'aujourd'hui, enfin des trucs comme ça. Mais surtout qu'il y a des sujets hyper variés. Enfin, moi je sais Ouais. que quand j'ai découvert qu'il y avait un podcast sur les parcs d'attractions, j'ai fait incroyable, tu vois, je vais écouter ça, tu vois. Mais c'est vraiment hyper varié et ça peut être hyper ciblé, donc assez niche et tout, faut juste trouver les bons, quoi. Aujourd'hui, c'est quoi ta vision de ta formation en global? On sait que tu t'y plais, mais est-ce qu'il y a des choses que tu referais ou que tu changerais, ou est-ce que tu ferais la même chose? T'as pas fait d'erreur, t'es quelqu'un de parfait. Je suis pas quelqu'un de parfait, parce que si j'étais quelqu'un de parfait, j'aurais eu Sciences Po. Mais justement, je pense qu'avoir loupé Sciences Po, ça m'a apporté énormément. Et donc, je changerais pas du tout mon parcours, parce que ça m'a permis de comprendre l'humilité un peu. Enfin, je pense que si j'étais entrée directement à Sciences Po, j'aurais eu une vision complètement différente des choses, et j'aurais pas eu la même construction. Et ça m'a permis de comprendre que le milieu social, c'est quelque chose qui compte. Et que travailler parfois, c'est triste, hein, mais ça suffit pas, parce que on a plus de lacunes que les autres. Mais c'est pas une fin en soi, et c'est justement lutter un peu contre ce système de méritocratie qui marche pas trop, et ça m'a permis d'avoir cette vision-là. Donc franchement, je changerais pas du tout mon parcours, parce que tous les petits éléments de mon parcours m'ont permis de comprendre et de devenir la personne que je suis. Et je suis plutôt satisfaite. Dans tous les cas, il y a rien qui est une fin en soi. Genre, un parcours, ça se change pas. Ça sert à rien de regarder dans le passé en se disant, oh, j'aurais pu faire ça. Genre, autant se projeter vers ce qui va arriver et se dire, j'ai fait ça, mais je peux l'utiliser comme ça pour arriver là, quoi. Et par rapport à toutes les formations, mais ça marche pour toutes les formations. Une formation, c'est pas la qualité, c'est pas la reconnaissance de la formation qui est important, c'est vraiment ce que t'en fais. C'est-à-dire que aujourd'hui, je suis partie sans Sciences Po, et j'ai quand même réussi à avoir pas mal de trucs, parce que derrière, je me suis bougée à côté. Donc c'est pas une fin en soi d'avoir Sciences Po, c'est une fin en soi de réussir à se mobiliser pour faire de ta formation le maximum, quoi. C'est joliment dit, c'est joliment dit. Normalement, donc, dans tes études, toi, tu finis dans 5 ans si tu fais Sciences Po, si je me trompe pas. Non, je finis dans... Alors là, c'est ma 3e, je finis dans 3 ans, si j'ai Sciences Po. Non. Ah, si t'as Sciences Po? Parce que tu fais pas doctorat, du coup? Oh non, merci, non merci. Mais je m'y connais pas mal, hein, par contre. Je sais que dans ma classe, il y en a pas mal qui y réfléchissent. Hein. Ouais, en doctorat, ouais. Ouais, genre, ma licence prépare vachement à faire prof-chercheur. Hein. Ouais, donc toi, tu serais plus sur 5 ans. Donc, rapidement, qu'est-ce qui change entre, tu vois, un master et un doctorat? C'est quoi la différence? Un master, déjà, c'est la continuité de la licence, et le doctorat, c'est la continuité du master. C'est juste que doctorat, vraiment, tu choisis un projet de recherche, que tu travailles pendant 2 ans non-stop, et que tu commences déjà à travailler un peu en master, parce qu'il y a des masters de recherche pour préparer au doctorat. Donc, tu termines dans 3 ans. C'est quoi le projet, après? Réussir à trouver un emploi. Parce que j'ai quand même une licence de lettres, hein, on va pas l'oublier. Le projet, c'est de partir... j'aimerais bien devenir pigiste à l'étranger. Okay. Partir, contacter des boîtes, leur dire, là, je suis pigiste aux États-Unis, si vous voulez un article, je peux vous faire un truc. Ouais. Genre un peu tenter le freelance. Très bien. Alors, l'émission, elle touche bientôt à sa fin. Mais je voulais savoir si tu avais une petite reco pour nos auditeurs, qui permettrait de se plonger un peu plus dans le métier de journaliste, ou un endroit pour se renseigner. On a parlé de SOS Sciences Po, ou ce qui t'a fait kiffer, ce qui t'a donné envie de faire journaliste. Ouais, il y a le podcast de Martin Veil dont je parlais par rapport au reporter qui s'appelle Reporter, et ils expliquent tout ce qui se passe. Ils prennent par exemple des grands noms du reportage français, et ils discutent de reportage et comment ça s'est passé, et quand par exemple ils étaient en Afghanistan à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé dans leur tête, et c'est hyper intéressant. Et sinon, il y a un autre podcast que j'adore de France Culture qui s'appelle Les mécaniques du journalisme, où ils discutent par exemple avec les journalistes qui ont dévoilé des grandes affaires,
Et ils discutent comment est-ce qu'ils ont réussi à dévoiler ça, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. Et c'est hyper intéressant. Et par exemple, il y a l'affaire sur Dupont-Ligonnès. Il y a aussi Fillon, là où ils expliquent comment ils ont dévoilé tout ce qui s'est passé avec Fillon. Et franchement, c'est hyper passionnant. Et quand on a envie de devenir journaliste, c'est un peu les podcasts de rêve, parce que tu rêves trop d'avoir genre le scoop de l'année. Trop bien. Fillon, ce serait quand même cool de dévoiler genre les Pandora Papers ou des trucs comme ça. Et eux, ils t'expliquent comment ça se passe. Trop bien. Bah super. Et bah voilà, on arrive à la fin. Je voulais savoir où est-ce qu'on peut te retrouver, que ce soit sur les réseaux sociaux, tes projets avec Radio Pulsar, ou pour avoir des informations sur la formation que tu fais, si des gens ont des questions. Alors, on est hyper actifs sur Instagram par rapport à la formation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Insta et à nous envoyer un message privé. Je fais partie de la com d'ailleurs, donc vous tomberez sûrement sur moi. De Radio Pulsar ? Non, de la licence. De la licence. Ok. Ouais. Donc ça c'est lettres.sciencespo. Et donc n'hésitez pas à nous envoyer un message privé, on y répondra. Et sinon, par rapport à Radio Pulsar, nous, moi je vais faire la pub pour mon émission. Bien sûr. Vas-y, fais-toi plaisir. Je me fais plaisir. C'est le moment. Il y a une émission, donc on fait une émission d'actualité qui reprend un peu les actualités de la semaine ou des 2 dernières semaines. Et on le tourne de manière plutôt dérisoire et ironique. Le but c'est de faire un peu d'humour parce que je trouve que c'est toujours plus sympa d'écouter l'actualité quand il y a de l'humour derrière. Ça passe plus facilement. C'est sûr. Et ça s'appelle lezoom.radio sur Insta. Voilà. Ok, parfait. De toute façon, je mettrai tous les liens en description du podcast. Chloé, merci beaucoup d'être venue. De rien. De parler de tes études. J'espère que tu as passé un bon moment. Pas du tout, c'était horrible. C'était horrible. On recommencera alors une fois que tu seras à Sciences Po ou à l'école de journalisme. Je croise les doigts. Merci à vous d'avoir écouté cette émission. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast ou bien à le noter sur iTunes avec une critique de votre plus belle plume. Ça ferait extrêmement plaisir. On a essayé de donner le plus de transparence possible et de faire une émission complète en espérant n'avoir oublié aucun sujet. Mais si vous avez encore des questions, j'ai créé un compte Twitter sur @qu'est-ce que tu vas faire plus tard où je relaye les infos du podcast et ce dont on a parlé à chaque épisode. Voilà, je crois que j'ai tout dit. J'espère que tu sais maintenant un peu plus ce que tu vas faire plus tard. À très très vite pour un prochain épisode. Salut. Que se passe-t-il? Moi, je te dis, qu'est-ce que tu veux faire? Et tu me réponds, je n'en sais rien, que veux-tu faire? Là, je n'en peux plus. Je suis en bout du rouleau. J'ai envie de rentrer, me foutre mes servantes et terminer mon soir. Je pense qu'il est un peu trop tôt pour faire un choix. D'accord. Mais mon choix est fait. Ah, donc vous avez choisi. Bon, récapitule dans le calme. Bon voyage, arrivederci, sayonara, adieu, bon débarras, bon vent, que le diable t'emporte à 312 km. Qu'est-ce que vous faites mercredi prochain? Mercredi prochain, rien. Parfait. L'ami chez qui on devait aller ce soir redonne un dîner, vous êtes bien sûr invité. C'est vraiment très gentil, ça. Non, c'est normal, on vous a raté aujourd'hui, on ne va pas vous rater la semaine prochaine.